Depuis les temps immémoriaux, avant même que l'écriture ne grave l'histoire de l'humanité, le ciel nocturne a fasciné, intrigué et inspiré. Les étoiles, ces points lumineux inaccessibles, ont servi de toile de fond à l'imagination débordante de nos ancêtres. Elles n'étaient pas de simples corps célestes, mais des entités dotées de pouvoir, des symboles de divinité, des guides pour les vivants et les morts. L'étude des étoiles ne relevait pas de la science au sens moderne, mais de la mythologie, de la religion, de la philosophie. Chaque culture, chaque civilisation a tissé ses propres récits autour de ces astres lointains, créant un panthéon céleste où les dieux et les héros se mêlaient aux constellations. Dans l'Égypte ancienne, le ciel était une entité divine. La Voie lactée était souvent associée à la déesse Nout, la mère de tous les dieux, dont le corps arqué recouvrait la terre. Ces saints étaient les étoiles, nourricières et éternelles. Sirius, ou Sobdet en égyptien, était l'étoile la plus vénérée. Son apparition à l'horizon, juste avant le lever du soleil, marquait l'inondation annuelle du Nil, événement vital pour l'agriculture et la survie de la civilisation égyptienne. Sobdet était une déesse de la fertilité, de la nouvelle année, et sa brillance dans le ciel était un présage de prospérité. Les prêtres égyptiens observaient méticuleusement son lever héliaque, intégrant ce cycle stellaire dans leur calendrier et leurs rituels religieux. Les pyramides elles-mêmes, en particulier celles de Gizeh, sont souvent interprétées comme des représentations terrestres de la ceinture d'Orion, alignées avec une précision remarquable, suggérant un lien profond entre l'architecture funéraire et la cartographie céleste. Les défunts, en particulier les pharaons, aspiraient à rejoindre les étoiles éternelles, à devenir eux-mêmes des étoiles, un voyage symbolique vers l'immortalité. Les Babyloniens, quant à eux, ont développé l'une des astronomies les plus sophistiquées du monde antique. Leurs observations étaient d'une précision remarquable, non pas dans un but scientifique pur, mais pour des raisons divinatoires et astrologiques. Chaque étoile, chaque planète était associée à une divinité et portait une influence sur les affaires humaines et royales. Les constellations étaient des récits vivants, des batailles célestes, des épopées divines. Le bélier était Marduk, le taureau céleste était Gilgamesh, et ainsi de suite. Le zodiaque babylonien, avec ses 12 signes, ajoutait les bases de l'astrologie occidentale. L'observation des mouvements planétaires et des étoiles permettait aux prêtres d'interpréter la volonté des dieux et de prédire l'avenir. Des milliers de tablettes cunéiformes témoignent de cette obsession pour le ciel, où chaque phénomène, de l'éclipse lunaire à l'apparition d'une nouvelle étoile, était soigneusement enregistré et interprété. Le Mulapin, un catalogue stellaire babylonien, listait les étoiles et les constellations, fournissant des instructions pour les observations et les calculs. Pour les Babyloniens, le cosmos était une machine complexe, dont les rouages étaient les étoiles et les planètes, et dont les mouvements reflétaient la destinée de l'Empire. En Grèce antique, les étoiles étaient le domaine des dieux de l'Olympe. Les constellations, telles que nous les connaissons aujourd'hui, trouvent en grande partie leur origine dans la mythologie grecque. Orion, le chasseur géant, poursuivi par le Scorpion, son adversaire mortel, est une histoire céleste inscrite dans les étoiles. Cassiopée, la reine vaniteuse, et Andromède, sa fille sacrifiée au monstre marin, sont des récits de fierté et de sacrifice éternellement gravés dans la voûte céleste. Persée, le héros qui a sauvé Andromède et décapité Méduse, est également une constellation, son épée scintillante dans la nuit. Ces mythes n'étaient pas de simples divertissements, mais des récits éducatifs, des explications sur l'ordre du monde, des avertissements moraux. Hercule, transformé en la constellation d'Hercule, symbolisa la force et la persévérance. Les Pléiades, les 7 sœurs poursuivies par Orion, incarnaient la beauté et la fragilité. La Voie lactée, selon les Grecs, était le lait de la déesse Héra déversé accidentellement lors de l'allaitement d'Hercule, un acte divin qui a donné naissance à une traînée d'étoiles. Les philosophes grecs tels que Platon et Aristote ont également spéculé sur la nature des étoiles, bien que leurs théories fussent souvent plus métaphysiques que scientifiques. Pour Platon, les étoiles étaient des êtres divins, des intelligences pures. Pour Aristote, elles étaient des corps célestes parfaits, incorporés dans des sphères cristallines tournant autour d'une terre immobile. Les Romains, héritiers de la culture grecque, ont adopté et adapté ces constellations, substituant souvent leur propre nom de divinité au nom grec, Jupiter pour Zeus, Vénus pour Aphrodite, Mars pour Arès. L'astrologie romaine, fortement influencée par les Babyloniens et les Grecs, a joué un rôle important dans la vie quotidienne, de la politique aux décisions personnelles. Les augures consultaient les cieux pour interpréter la volonté des dieux avant toute entreprise importante.
En Inde, la tradition védique a développé une cosmologie riche et complexe, où les étoiles et les planètes étaient les manifestations de divinité. Le nakshatras, un système de constellations lunaires, est unique à l'astronomie indienne. Chaque nakshatra est associé à un dieu, à un son, à une caractéristique et influence le destin des individus nés sous son signe. Le dieu Chandra, la lune, est un acteur central de cette cosmologie et son parcours à travers les nakshatras est d'une importance capitale pour la prédiction astrologique. Les étoiles étaient également le foyer de récits épiques où les divinités luttaient, aimaient et créaient. Le Rig Veda, l'un des textes sacrés les plus anciens de l'hindouisme, contient de nombreuses références aux étoiles et à leur pouvoir. Les civilisations chinoises ont également développé une astronomie et une astrologie très avancées. Le ciel chinois était divisé en loges lunaires et en palais célestes, chacun abritant un groupe d'étoiles et de constellations. Ces constellations n'avaient pas toujours de lien direct avec les constellations occidentales et représentaient des fonctionnaires de la cour impériale, des animaux mythiques ou des symboles de pouvoir. L'empereur de Jade régnait sur le ciel, entouré de sa cour céleste. L'étoile polaire était particulièrement vénérée, car elle représentait l'empereur céleste, le centre autour duquel tout tournait. L'astronomie chinoise était étroitement liée à la politique impériale, et les astronomes de la cour étaient chargés d'observer les phénomènes célestes, comme les éclipses ou l'apparition de comètes, qui étaient interprétés comme des présages de l'approbation ou de la désapprobation du ciel par l'empereur. Le dragon céleste, la tortue noire, le phénix vermillon et le tigre blanc étaient les 4 symboles célestes, des constellations majeures associées aux points cardinaux et aux saisons. Ces animaux mythiques, chacun entourant un quartier du ciel, protégeaient le cosmos et influençaient la vie sur Terre. Dans les cultures mésoaméricaines, en particulier chez les Mayas et les Aztèques, l'astronomie était d'une sophistication extraordinaire, intégrée à leur calendrier complexe et à leurs pratiques religieuses. Le Vénus était d'une importance capitale, son cycle étant méticuleusement registré et utilisé pour des prédictions et rituels. Les Mayas construisaient des observatoires comme celui de Chichen Itza pour suivre les mouvements des étoiles et des planètes. Leur mythe cosmogonique mettait en scène des dieux créateurs qui formaient le monde à partir du chaos avec les étoiles comme élément clé de cette création. Les Pléiades étaient souvent associées à des divinités du maïs, culture essentielle à leur survie. Les Aztèques, quant à eux, croyaient que le destin de l'univers était lié au mouvement des étoiles et du soleil, et que des sacrifices humains étaient nécessaires pour maintenir cet ordre cosmique. Les constellations étaient vues comme des dieux ou des héros transformés, leurs histoires servant de guide moral et spirituel. Les peuples autochtones d'Australie ont l'une des traditions astronomiques les plus anciennes et les plus riches. Pour eux, le ciel nocturne est une carte vivante, un registre des temps du rêve, l'époque où les êtres ancestraux ont créé le monde. La Voie lactée est souvent perçue comme un fleuve sacré, une étendue d'eau où vivent des créatures mythiques. Les constellations ne sont pas seulement des groupes d'étoiles brillantes, mais aussi les espaces sombres entre elles, ces nébuleuses sombres étant tout aussi significatives. Le Ému en vol est une constellation sombre formée par les nébuleuses du Sakashar, un exemple frappant de cette perception unique. Chaque étoile, chaque motif céleste est lié à un récit ancestral, à un clan, à un rite initiatique, à un chemin de chasse. L'observation des étoiles guidait leurs migrations, leurs pratiques agricoles, leurs cérémonies. Les étoiles étaient les ancêtres eux-mêmes, veillant sur leurs descendants depuis le ciel. Dans les cultures nordiques, les étoiles étaient les yeux des dieux, ou des éclats de lumière provenant des royaumes célestes. La Voie lactée était le chemin de Bifrost, le pont arc-en-ciel menant à Asgard, le royaume des dieux, ou bien la voie des âmes menant les morts au Valhalla. Les constellations, bien que moins développées que dans d'autres cultures, étaient liées aux exploits des dieux et des héros. Le chariot d'Odin, le marteau de Thor, étaient peut-être des interprétations de motifs stellaires. Les Perses, avec leur religion zoroastriste, voyaient les étoiles comme des entités célestes luttant contre les forces du mal. Chaque étoile était une bataille, chaque constellation un champ de bataille. Le soleil et la lune étaient des éléments clés de leur cosmologie, des forces du bien dans la lutte éternelle. L'astronomie perse a également été une source d'inspiration pour l'astronomie islamique ultérieure. L'ère islamique a marqué un tournant. Les savants musulmans non seulement préservé et traduit les textes astronomiques grecs et babyloniens, mais ils ont également enrichi de leurs propres observations et calculs. Des observatoires sophistiqués ont été construits, des instruments améliorés ont été développés. Les noms arabes de nombreuses étoiles telles qu'Aldébaram, Altaïr ou Bételgeuse témoignent de leur héritage. Pour les savants musulmans, l'étude des étoiles n'était pas seulement une quête de connaissances, mais aussi un moyen de comprendre la grandeur de la création divine. L'astronomie était essentielle pour la détermination des heures de prière et de la direction de la Kaaba à la Mecque. L'astrologie, bien que parfois critiquée par les théologiens, a également persisté, influençant les cours des califes et les décisions royales.
Ces exemples, parmi tant d'autres, illustrent la diversité et la richesse des mythes et légendes stellaires. Au-delà des différences culturelles, un fil conducteur unit ces récits. Les étoiles n'ont jamais resté de simples points lumineux. Elles ont été investies de sens, de pouvoir, d'histoire, qui ont aidé l'humanité à comprendre son existence, à donner un sens à l'immensité de l'univers. Elles ont servi de repères temporels, de guides spirituels, de miroirs des préoccupations humaines. Elles ont incarné les peurs, les espoirs, les aspirations des peuples. Elles ont été les témoins silencieux de l'évolution de la pensée humaine, des premières explications animistes aux théories scientifiques modernes. La mythologie stellaire n'est pas une simple curiosité historique, elle est une fenêtre sur la manière dont l'humanité a initialement appréhendé son environnement cosmique, avant que la science ne vienne décrypter leur nature physique. Elle nous rappelle que le besoin de raconter des histoires, d'expliquer l'inexplicable, est profondément ancré dans la psyché humaine. Les premières observations astronomiques marquent le début d'une quête millénaire pour comprendre notre place dans le cosmos. Une quête qui, bien avant l'avènement des télescopes et des théories complexes, était intrinsèquement liée à la survie, à la spiritualité et à l'organisation sociale des premières civilisations. La voûte céleste, immuable en apparence mais dynamique dans ses cycles, offrait un spectacle perpétuel qui fascinait et interrogeait nos ancêtres. L'étude du ciel était une nécessité pragmatique pour ces sociétés, dénuées des technologies modernes de mesure du temps et de l'espace. L'une des fonctions primordiales de l'observation céleste était la détermination du temps. Les cycles lunaires, avec leurs phases distinctes et régulières, étaient un calendrier naturel évident. Le mois lunaire, d'environ 29,5 jours, permettait de rythmer les activités humaines. De nombreuses cultures anciennes, comme les Mésopotamiens ou les Égyptiens, utilisaient des calendriers lunisolaires, ajustant périodiquement les mois lunaires pour les aligner avec le cycle solaire et les saisons. La régularité du lever et du coucher du soleil, la course apparente du soleil dans le ciel, ainsi que le changement de position de ses points de lever et de coucher à l'horizon fournissaient des repères essentiels pour l'établissement des jours, des saisons et des années. Les solstices et les équinoxes, points clés du cycle solaire, étaient des événements astronomiques cruciaux, souvent marqués par des cérémonies et des constructions monumentales. La navigation était une autre application vitale des connaissances astronomiques. Les marins polynésiens, par exemple, maîtrisaient l'art de la navigation en haute mer en utilisant les étoiles comme boussole. Ils reconnaissaient les constellations, les points de lever et de coucher de certaines étoiles et la position de la croix du Sud, qui leur indiquait le Sud. La latitude pouvait être estimée par la hauteur de l'étoile polaire dans l'hémisphère nord ou par des étoiles spécifiques dans l'hémisphère sud. Ces connaissances étaient transmises oralement de génération en génération, incarnant un savoir astronomique empirique d'une sophistication remarquable. De même, les caravanes traversant les déserts utilisaient les étoiles pour se diriger la nuit, évitant ainsi les erreurs de parcours fatales dans des environnements hostiles. L'agriculture, fondement de la sédentarisation et du développement des premières civilisations, dépendait intrinsèquement des cycles saisonniers. La connaissance du moment approprié pour semer et récolter était dictée par l'observation des astres. Le lever héliaque de certaines étoiles, c'est-à-dire leur première apparition à l'horizon juste avant le lever du soleil après une période d'invisibilité, servait de marqueur calendraire. En Égypte ancienne, le lever héliaque de Sirius, Sobdet, coïncidait avec la crue annuelle du Nil, événement vital pour l'irrigation des terres. Cette coïncidence fut notée et intégrée dans leur calendrier civil, démontrant une compréhension avancée des corrélations entre les phénomènes célestes et terrestres. Au-delà de ses applications pratiques, le ciel était un puissant catalyseur de la pensée mythologique et religieuse. Les constellations, amas d'étoiles sans lien physique mais regroupées par l'imagination humaine, devenaient des figures mythiques, des divinités ou des héros, leurs histoires projetées sur la voûte céleste. Les mouvements des planètes, différentes des étoiles fixes par leur errance apparente, étaient interprétés comme des messages divins ou des présages. En Mésopotamie, les Babyloniens, reconnus pour leurs compétences astronomiques, ont développé une forme primitive d'astrologie divinatoire. Ils observaient les mouvements des planètes et des phénomènes célestes comme les éclipses pour prédire l'avenir des rois et des empires. Des milliers de tablettes cunéiformes témoignent de ces observations systématiques et de leurs interprétations. L'astronomie et l'astrologie étaient alors indissociables, l'une fournissant les données brutes, l'autre les interprétant dans un cadre religieux et cosmologique.
Les premières traces archéologiques d'observations astronomiques remontent à la préhistoire. Des marques sur des os ou des parois de grottes, comme celle de la grotte de Lascaux, ont été interprétées par certains chercheurs comme des calendriers lunaires ou des représentations de constellations. Bien que ces interprétations restent sujettes à débat, elles suggèrent une attention ancienne portée au cycle céleste. Le site de Göbekli-Tepe en Turquie, datant du néolithique, présente des piliers mégalithiques ornés de symboles et d'animaux qui pourraient être liés à des événements astronomiques ou à des constellations. Ces structures témoignent d'une compréhension symbolique et potentiellement astronomique de l'environnement céleste bien avant l'émergence des civilisations urbaines. Les mégalithes, érigés à travers l'Europe et au-delà, fournissent des preuves plus tangibles d'une astronomie observationnelle. Stonehenge en Angleterre est l'exemple le plus célèbre. Ce complexe de pierres dressées est aligné de manière précise avec les levées et couchers du soleil au solstice d'été et d'hiver. Les archéoastronomes ont démontré que d'autres alignements sur le site correspondent à des positions lunelles extrêmes. Ces alignements suggèrent que Stonehenge était non seulement un site cérémoniel, mais aussi un calendrier astronomique sophistiqué, permettant de marquer les passages des saisons avec une grande précision. Des sites similaires, bien que moins connus, existent en Irlande, en France et dans d'autres régions, chacun présentant des alignements spécifiques avec des phénomènes célestes. Ces constructions révèlent une planification méticuleuse et une connaissance avancée des cycles astronomiques impliquant des générations d'observations et de transmission de savoir. En Amérique, les civilisations précolombiennes ont également développé des systèmes astronomiques complexes. Les Mayas, par exemple, ont élaboré un calendrier extrêmement précis, le compte long, qui combinait un cycle solaire de 365 jours, Ahab, avec un cycle sacré de 260 jours, Tzolk'in, créant des cycles plus longs qui leur permettaient de suivre le temps sur des milliers d'années. Leurs observatoires, souvent intégrés à leur cité, comme le Caracol à Chichén Itzá, étaient conçus pour observer les levées et couchers du Soleil, les mouvements de Vénus et d'autres corps célestes. Vénus, en particulier, revêtait une importance capitale dans la cosmologie maya. Ces cycles étaient suivis avec une précision étonnante. Les éclipses solaires et lunaires étaient également prédites, témoignant une compréhension avancée des mécaniques célestes. Les Incas, dans les Andes, utilisaient également le ciel pour organiser leur société et leur agriculture. Leur sec, ligne rituelle rayonnant de Cusco, la capitale de l'Empire, était souvent aligné avec des événements astronomiques, marquant les levées de constellations importantes pour leurs rituels ou leurs calendriers agricoles. Les piliers et les sites comme Machu Picchu incorporent également des éléments d'alignement solaire et stellaire, soulignant le rôle central de l'astronomie dans leur ingénierie et leur vision du monde. En Chine, l'astronomie était étroitement liée au pouvoir impérial. L'empereur, fils du ciel, devait s'assurer de l'ordre céleste pour garantir la prospérité terrestre. Les astronomes impériaux étaient chargés d'observer et d'enregistrer méticuleusement tous les phénomènes célestes. Des comètes aux éclipses, des apparitions de nouvelles étoiles, supernovas, aux conjonctions planétaires. Ces observations étaient consignées dans des annales détaillées constituant un corpus de données astronomiques sans équivalent pour l'Antiquité. Ils ont développé des instruments sophistiqués, tels que les armillaires, pour mesurer la position des astres. Leurs registres ont permis aux astronomes modernes de dater des événements célestes anciens avec une grande précision, offrant un aperçu précieux de l'activité céleste passée. La Grèce antique a marqué un tournant avec l'introduction d'une approche plus rationnelle et mathématique de l'astronomie. Si les Babyloniens avaient déjà développé des méthodes de prédiction basées sur des modèles arithmétiques, les Grecs ont cherché à comprendre les causes sous-jacentes des mouvements célestes. Des penseurs comme Thalès, Anaximandre et Pythagore ont commencé à spéculer sur la nature du cosmos. Pythagore et ses disciples croyaient en la sphéricité de la Terre et en un ordre cosmique harmonieux. Plus tard, Eudoxe de Thmide a proposé le premier modèle géométrique du cosmos, un système de sphères homocentriques imbriquées, chacune transportant un corps céleste. Aristote a perfectionné ce modèle, le décrivant comme un ensemble de 55 sphères éthérées et concentriques. Bien que ces modèles soient géocentriques, plaçant la Terre immobile au centre de l'univers, ils représentaient une avancée majeure dans la pensée scientifique, en cherchant à expliquer les observations par des principes logiques et mathématiques plutôt que par des mythes. Les Grecs ont également développé des instruments comme l'astrolabe pour mesurer l'altitude des étoiles et des planètes. Des figures comme Hipparchar ont produit des catalogues stellaires, mesuré la précession des équinoxes et estimé la distance Terre-Lune avec une précision remarquable. Son travail a jeté les bases de l'astronomie ptolémaïque qui allait dominer la pensée occidentale pendant plus de 1000 ans.
Ces premières observations astronomiques, bien que dénuées de l'arsenal technologique et conceptuel moderne, ont posé les fondements de l'astronomie en tant que science. Elles ont démontré la capacité humaine à observer, à systématiser et à interpréter les phénomènes naturels, à concevoir des outils pour étendre nos sens et à élaborer des modèles pour comprendre le monde qui nous entoure. De la simple reconnaissance des cycles lunaires au modèle géocentrique complexe, le chemin parcouru témoigne d'une curiosité insatiable et d'une ingéniosité constante, des qualités qui continuent d'animer la quête astronomique jusqu'à nos jours. Les astres, ces points lumineux disséminés dans l'immensité nocturne, ont de tout temps fasciné l'humanité. Leurs mouvements réguliers ont servi de repère aux civilisations antiques pour mesurer le temps, orienter les navigations et interpréter les signes divins. Mais au-delà de cette utilité pratique et spirituelle, la quête de compréhension de l'ordre cosmique a toujours été une constante dans l'histoire de la pensée humaine. Pendant des millénaires, la vision géocentrique de l'univers a dominé. Cette conception, formalisée par les philosophes grecs et cristallisée par Claude Ptolémée au IIe siècle de notre ère dans son ouvrage majeur, l'Almageste, plaçait la Terre immobile au centre de tout. Autour d'elle, les planètes, le Soleil et les étoiles étaient censés se mouvoir sur des sphères concentriques dans un balai parfait et immuable. Ce modèle, qui s'accordait avec les observations quotidiennes, le Soleil se levant et se couchant, les étoiles tournant autour d'un point fixe dans le ciel septentrional, et avec la théologie chrétienne qui conférait à l'homme et à son habitation terrestre une place centrale dans la création, est resté quasi incontesté pendant près de 14 siècles. Cependant, des anomalies, des irrégularités dans les mouvements observés des planètes persistaient. Mars, Jupiter et Saturne, en particulier, présentaient des boucles rétrogrades, des reculs apparents dans leur course habituelle sur la voûte céleste. Pour expliquer ces bizarreries sans remettre en cause le principe fondamental du géocentrisme et des mouvements circulaires parfaits, Ptolémée avait introduit un système complexe d'épicycles, de déférents et d'écans. Les planètes étaient supposées se déplacer sur de petits cercles, les épicycles, dont le centre lui-même tournait sur un cercle plus grand, le déférent, autour de la Terre. L'écan était un point imaginaire autour duquel le centre du déférent semblait se déplacer à une vitesse angulaire constante, permettant de mieux rendre compte des variations de vitesse des planètes. Ce système, bien que d'une complexité remarquable, parvenait à prédire avec une précision relative les positions planétaires, et c'est en grande partie grâce à cette efficacité prédictive qu'il a pu perdurer si longtemps. Ce n'est dans ce contexte intellectuel que se lève la figure de Nicolas Copernic, un astronome polonais né en 1473. Sa vie se déroule à l'aube de la Renaissance, une période de profonds bouleversements intellectuels, artistiques et scientifiques. Copernic, homme d'église, juriste, médecin et érudit polyvalent, s'est consacré à l'étude de l'astronomie. Il était conscient des difficultés et des artifices du système ptoléméen. Profondément attaché à la beauté et à la simplicité des mouvements célestes, il cherchait une explication plus élégante et cohérente des phénomènes observés. Ces réflexions l'ont mené à une conclusion audacieuse et révolutionnaire. Et si la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais une planète parmi d'autres, tournant sur elle-même et autour du Soleil? L'idée d'un univers héliocentrique n'était pas entièrement nouvelle. Des philosophes grecs comme Aristarque de Samos au IIIe siècle avant Jésus-Christ avaient déjà suggéré une telle possibilité. Cependant, ces idées étaient restées marginales et n'avaient pas eu la force de s'imposer face à l'autorité d'Aristote et de Ptolémée. Copernic, lui, va développer cette hypothèse de manière mathématique et systématique. Ses travaux sont l'aboutissement de décennies d'observations et de calculs minutieux. Le fruit de ses recherches est consigné dans son ouvrage majeur De Revolutionibus Orbium Celestium, littéralement des révolutions des orbes célestes. Ce livre, achevé vers 1530 mais dont la publication fut retardée jusqu'à l'année de sa mort en 1543, est un jalon fondamental dans l'histoire de la science. Dans De Revolutionibus, Copernic expose sa théorie héliocentrique. Il y affirme que le Soleil, immobile, est le centre de l'univers et que toutes les planètes, y compris la Terre, tournent autour de lui sur des orbes circulaires. La Lune, quant à elle, continue de tourner autour de la Terre. Les mouvements diurnes des étoiles sont expliqués par la rotation de la Terre sur son axe. Les mouvements rétrogrades apparents des planètes sont alors une conséquence naturelle de la combinaison du mouvement orbital de la Terre et de celui de la planète observée autour du Soleil.
Par exemple, lorsque la Terre rattrape une planète plus éloignée, comme Mars dans sa course autour du Soleil, cette dernière semble reculer par rapport aux étoiles fixes. Ce nouveau modèle offrait une explication beaucoup plus simple et élégante des phénomènes observés que la complexité des épicycles ptoléméens. Cependant, la révolution copernicienne, bien que profonde sur le plan conceptuel, ne fut pas immédiatement et universellement acceptée. D'abord, le système copernicien n'était pas parfait. Copernic, par fidélité au principe grec de perfection et de simplicité, maintenait l'idée que les orbites planétaires étaient des cercles parfaits. Or, les observations montraient que ce n'était pas tout à fait le cas, et Copernic dut lui aussi introduire des épicycles, bien que moins nombreux et moins complexes que ceux de Ptolémée, pour affiner ses prédictions. Ensuite, le système héliocentrique se heurtait à des objections d'ordre physique. Si la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil à grande vitesse, pourquoi ne ressentirions pas ce mouvement? Pourquoi les objets lâchés d'une certaine hauteur tombent-ils verticalement et non en arrière par effet d'inertie? Pourquoi les nuages et les oiseaux ne resteraient-ils pas en arrière de la Terre en mouvement? Ces objections, basées sur la physique aristotélicienne alors dominante, n'avaient pas de réponse satisfaisante dans le cadre de la nouvelle théorie sans une reformulation profonde des lois du mouvement. Enfin, et c'est un point crucial, la théorie héliocentrique remettait en question des fondements théologiques et philosophiques. En plaçant la Terre loin du centre de l'univers, elle délogeait l'homme de sa position privilégiée dans la création, une idée difficilement acceptable pour beaucoup à une époque où la religion jouait un rôle prépondérant dans la compréhension du monde. L'Église, qu'elle soit catholique ou protestante, a initialement accueilli le De Revolutionibus avec une certaine prudence, le considérant parfois comme une hypothèse mathématique utile pour les calculs astronomiques plutôt qu'une description de la réalité physique. C'est pour cela que pendant plusieurs années après sa publication, le système ptoléméen est resté majoritaire dans les milieux universitaires et scientifiques. L'histoire de la révolution copernicienne connaît un tournant décisif avec l'avènement d'un autre géant de la science, Galileo Galilei, plus connu sous le nom de Galilée. Né à Pise en 1564, soit 21 ans après la mort de Copernic, Galilée est un polymathe dont les travaux touchent à l'astronomie, la physique et les mathématiques. Sa méthode scientifique, caractérisée par l'observation systématique, l'expérimentation et l'analyse mathématique, allait profondément transformer la manière de faire de la science. Galilée était un ardent défenseur du système copernicien, qu'il considérait non pas comme une simple hypothèse, mais comme une description fidèle de la réalité. C'est en 1609 que Galilée réalise un exploit technique majeur qui va bouleverser l'astronomie. Il perfectionne la lunette astronomique, un instrument récemment inventé aux Pays-Bas. Contrairement à ses prédécesseurs, Galilée ne se contente pas de l'utiliser pour observer les objets terrestres, il la tourne vers le ciel. Les découvertes qu'il fait alors vont fournir des preuves observationnelles sans précédent en faveur de l'héliocentrisme et vont saper les fondements de la cosmologie aristotélicien-ptoléméen. En 1610, Galilée publie ses premières observations dans un court traité intitulé Sidereus Nuncius, le messager céleste. Ces découvertes sont stupéfiantes et déroutantes pour l'époque. Premièrement, il observe que la Lune n'est pas une sphère parfaitement lisse et immaculée, comme le voulait la vision aristotélicienne des corps célestes, mais qu'elle est couverte de montagnes et de cratères, lui conférant une topographie rugueuse et imparfaite similaire à celle de la Terre. Cette observation remettait en question la distinction fondamentale entre un monde sublunaire, imparfait et corruptible, et un monde supralunaire, éthéré et parfait. Deuxièmement, il découvre les 4 plus grands satellites de Jupiter, aujourd'hui appelés les lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et Callisto. La vie de ces 4 étoiles tournant autour de Jupiter, formant un mini-système planétaire, était une preuve directe qu'il existait des centres de mouvement autres que la Terre. C'était un argument puissant contre l'idée que tous les corps célestes devaient tourner autour de la Terre. Troisièmement, Galilée observe les phases de Vénus. De la même manière que la Lune présente des phases, croissant, premier quartier, pleine lune, etc., Vénus apparaît avec des phases similaires, allant du croissant fin à une forme presque pleine. Ces phases étaient inconciliables avec le modèle Ptolémée, où Vénus était toujours située entre la Terre et le Soleil. Dans le modèle héliocentrique, en revanche, où Vénus tourne autour du Soleil à l'intérieur de l'orbite terrestre, les phases de Vénus sont une conséquence naturelle et parfaitement expliquée. Lorsque Vénus est pleine, elle est derrière le Soleil, et lorsque son croissant est fin, elle est entre le Soleil et la Terre. Quatrièmement, il observe que la Voie lactée, cette écharpe lumineuse traversant le ciel nocturne, n'est pas une nébulosité continue, mais qu'elle est composée d'une multitude d'étoiles individuelles trop faibles pour être vues à l'œil nu. Cela suggérait une immensité de l'univers bien plus grande que ce qui était imaginé jusqu'alors.
Enfin, Galilée observe les taches solaires, montrant que le Soleil lui-même n'était pas une sphère parfaite et immuable et qu'il tournait sur lui-même. Ces observations remettaient en question la doctrine de l'incorruptibilité des cieux. Les découvertes de Galilée, publiées et diffusées rapidement grâce à l'imprimerie, eurent un impact considérable. Elles fournissaient des preuves empiriques et tangibles en faveur de l'héliocentrisme et minaient de manière décisive les fondements observationnels et conceptuels du modèle ptoléméen et de la cosmologie aristotélicienne. La lunette transformait l'astronomie, la faisant passer d'une science basée principalement sur des calculs et des spéculations philosophiques à une science d'observation directe. Cependant, l'adhésion de Galilée à la théorie copernicienne et sa publication de ses découvertes vont le placer en conflit direct avec les autorités religieuses de son temps. En 1610, le Saint-Office, l'organe d'inquisition de l'Église catholique, déclare que la théorie héliocentrique est contraire aux Saintes Écritures et fausse en philosophie. Le De Revolutionibus est placé à l'index des livres interdits, et Galilée est averti de ne plus soutenir la doctrine copernicienne comme une vérité physique. Malgré cet avertissement, Galilée continue ses travaux, et en 1632, il publie son ouvrage le plus célèbre, le dialogue concernant les deux grands systèmes du monde, le ptolémaïque et le copernicien. Ce livre, écrit en italien plutôt qu'en latin pour toucher un public plus large, présente un dialogue entre trois personnages, Salviati, qui défend la position copernicienne, Sagredo, un intellectuel neutre, et Simplicius, qui représente le point de vue aristotélicien ptoléméen. Bien que Galilée en ait prétendu que le livre soit une discussion équilibrée des deux systèmes, il est clair que les arguments en faveur de Copernic sont présentés avec beaucoup plus de force et de conviction. L'un des arguments que Galilée tente d'utiliser pour prouver le mouvement de la Terre est sa théorie des marées, qu'il pensait être causée par le mouvement de la quête humaine pour comprendre le mouvement des corps célestes, cette danse éternelle des étoiles et des planètes, a traversé les âges, façonnant notre vision du cosmos. Des premières observations empiriques au modèle géocentrique complexe, le ciel a toujours été un miroir de nos interrogations fondamentales. Cependant, l'une des révolutions intellectuelles les plus profondes, celle qui a ancré notre compréhension du monde dans un cadre mathématique et universel, est indissociablement liée au nom d'Isaac Newton et à sa théorie de la gravitation universelle. Cette théorie ne se contentait pas de décrire les mouvements planétaires avec une précision inégalée. Elle unifiait des phénomènes terrestres et célestes que l'on pensait jusqu'alors distincts, offrant une nouvelle perspective sur l'ordre et l'harmonie de l'univers. Avant Newton, le ciel était le domaine des dieux, puis des sphères cristallines d'Aristote et de Ptolémée. La vision aristotélicienne, prédominante pendant près de 2 millénaires, postulait une distinction fondamentale entre le monde sublunaire, soumis au changement et à la corruption, et le monde supralunaire, éternel, immuable et parfait, où les corps célestes se mouvaient en cercle parfait. Cette conception, bien que philosophiquement cohérente avec l'épistémé de l'époque, se heurtait à des observations de plus en plus précises. La révolution copernicienne, amorcée par Nicolas Copernic au XVIe siècle, a déplacé le centre du système du modèle géocentrique vers le Soleil. Bien que révolutionnaire dans sa proposition héliocentrique, le modèle de Copernic conservait des éléments de l'ancien monde, notamment l'usage des épicycles et des déférents pour expliquer les irrégularités apparentes des mouvements planétaires. Et surtout, l'idée que les orbites devaient être des cercles parfaits, héritage philosophique de l'Antiquité. Puis vint Tycho Brahe, un observateur méticuleux dont les données astronomiques, d'une précision inégalée pour son temps, ont posé les fondations pour les découvertes futures. Sans télescope, Brahe a accumulé des décennies d'observations systématiques des positions des étoiles et des planètes, des données qui sont avérées cruciales. Johannes Kepler, l'assistant de Brahe, hérita de ces précieuses données et, armé d'une persévérance admirable et d'une profonde conviction dans l'ordre mathématique de l'univers, en a tiré ces 3 lois du mouvement planétaire. La première loi stipule que les planètes décrivent des ellipses autour du Soleil, le Soleil occupant l'un des foyers de l'ellipse. Cette simple observation a brisé le dogme des orbites circulaires parfaites, un tournant majeur. La deuxième loi décrit la conservation de l'air balayé par le rayon vecteur joignant la planète au Soleil, indiquant que les planètes se déplacent plus vite lorsqu'elles sont proches du Soleil. Enfin, la troisième loi établit une relation mathématique entre la période orbitale d'une planète et le demi-grand axe de son orbite, une relation qui suggérait une harmonie mathématique sous-jacente au système solaire. Les lois de Kepler étaient descriptives, elles disaient comment les planètes se mouvaient, mais elles n'expliquaient pas pourquoi. Le mécanisme sous-jacent restait un mystère.
C'est dans ce contexte intellectuel foisonnant que Sir Isaac Newton est apparu sur la scène. Né en 1642, l'année de la mort de Galilée, Newton était un esprit d'une envergure exceptionnelle dont les contributions s'étendent de l'optique aux mathématiques en passant par la mécanique. Sa théorie de la gravitation universelle, formulée dans son œuvre monumentale, les Philosophia Naturalis Principia Mathematica, publiée en 1687, a non seulement expliqué les lois de Kepler, mais a aussi fourni un cadre unifié pour comprendre le mouvement de tous les corps dans l'univers. La légende de la pomme tombant de l'arbre, inspirant à Newton l'idée de la gravitation, est célèbre et bien que potentiellement apocryphe dans ses détails, elle capture l'essence de sa pensée. Newton a postulé que la même force qui attire une pomme vers la Terre est celle qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre et les planètes en orbite autour du Soleil. L'idée révolutionnaire était l'universalité de cette force. Il n'y avait plus de distinction entre les lois régissant le monde sublunaire et celles du monde supralunaire, l'univers entier était régi par les mêmes principes physiques. Newton a formulé sa loi de la gravitation universelle en ces termes. Deux corps s'attirent mutuellement avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Mathématiquement, cette loi est exprimée par la formule F égale G fois M1 fois M2 sur R carré, où F est la force gravitationnelle, G est la constante gravitationnelle universelle, M1 et M2 sont les masses des deux corps et R est la distance entre leurs centres. Cette loi, d'une simplicité et d'une élégance remarquables, a eu des implications profondes. Premièrement, elle a fourni la cause sous-jacente aux lois de Kepler. Newton a démontré que si une force agissante entre le Soleil et les planètes était inversement proportionnelle au carré de la distance, alors les orbites planétaires devaient être des ellipses, et les planètes se mouvraient selon les lois de Kepler. Il ne s'agissait plus de simples observations descriptives, mais de conséquences nécessaires d'un principe fondamental. Deuxièmement, la théorie de Newton a expliqué des phénomènes apparemment disparates. La marée océanique, par exemple, a trouvé son explication dans l'attraction gravitationnelle de la Lune et, dans une moindre mesure, du Soleil sur les eaux terrestres. Les légères variations dans le mouvement de la Lune et des planètes, jusqu'alors inexpliquées ou attribuées à des ajustements ad hoc, ont pu être comprises comme les effets gravitationnels mutuels entre tous les corps du système solaire. La gravitation n'était pas seulement la force du Soleil sur les planètes, mais une interaction entre chaque paire de corps. La théorie de Newton n'a pas été acceptée immédiatement et sans débat. Des objections ont été soulevées, notamment concernant la nature de l'action à distance. Comment une force pouvait-elle agir à travers l'espace vide sans contact physique? Newton lui-même a reconnu qu'il ne pouvait pas expliquer la cause de la gravité, seulement sa manière d'agir. Il a écrit la célèbre phrase « Hypothesis non fingo », je ne feins pas d'hypothèse, soulignant qu'il se contentait de décrire le phénomène par des lois mathématiques sans spéculer sur sa nature intrinsèque. Cette position épistémologique a marqué un tournant dans la science, déplaçant l'accent de la recherche des causes ultimes vers la description quantitative et la prédiction. Les implications de la gravitation universelle de Newton allaient bien au-delà de l'astronomie. Elle a donné naissance à une vision mécaniste de l'univers, où chaque mouvement, du plus petit grain de poussière à la plus grande galaxie, était régi par des lois précises et prévisibles. L'univers est devenu une immense horloge, un système dont le fonctionnement pouvait être compris et même prédit grâce aux mathématiques. Cette vision a eu un impact colossal sur la philosophie, la théologie et même la pensée politique de l'époque. Le déisme, par exemple, a prospéré, concevant Dieu comme un grand horloger qui a mis l'univers en mouvement selon des lois immuables, puis l'a laissé fonctionner de lui-même. Les succès prédictifs de la théorie de Newton furent nombreux. La découverte de Neptune en 1846 en est un exemple emblématique. Des irrégularités inexplicables dans l'orbite d'Uranus ont conduit des astronomes comme Urbain Le Verrier et John Couch Adams à postuler l'existence d'une planète inconnue dont la gravité perturbait l'orbite d'Uranus. En utilisant la loi de gravitation de Newton, ils ont calculé la position probable de cette planète. Quelques jours après les calculs de Le Verrier, l'astronome Johann Gottfried Galle a pointé son télescope vers la position indiquée et a découvert Neptune presque exactement là où elle avait été prédite. C'était un triomphe retentissant de la théorie newtonienne. Cependant, malgré ses succès, la théorie de Newton n'était pas la dernière parole sur la gravitation. Au début du XXe siècle, de nouvelles observations et de nouvelles idées ont commencé à mettre en évidence des limites. La plus célèbre était l'anomalie dans l'orbite de Mercure. Les astronomes avaient remarqué que le périhélice, le point de l'orbite le plus proche du Soleil, précessait légèrement plus vite que ne le prédisait la théorie de Newton, même en tenant compte des perturbations gravitationnelles de toutes les autres planètes. Cette petite déviation est restée une énigme pendant décennies. C'est Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité générale en 1915, qui a fourni une nouvelle compréhension de la gravitation.
Selon Einstein, la gravitation n'est pas une force au sens newtonien, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. Les corps ne s'attirent pas, mais suivent simplement les géodésiques, les chemins les plus courts, dans un espace-temps courbé. La théorie d'Einstein a non seulement expliqué l'anomalie de l'orbite de Mercure avec une précision étonnante, mais a aussi prédit de nouveaux phénomènes comme la déflexion de la lumière par la gravité et l'existence des ondes gravitationnelles confirmées des décennies plus tard. Malgré l'avènement de la relativité générale, la théorie de Newton reste extraordinairement pertinente. Pour la plupart des applications sur Terre et dans le système solaire, où les vitesses sont faibles par rapport à la vitesse de la lumière et les champs gravitationnels ne sont pas excessivement intenses, la loi de la gravitation universelle de Newton est une excellente approximation. Elle est encore utilisée quotidiennement dans le calcul des trajectoires des satellites, des sondes spatiales et pour beaucoup de prédictions astronomiques. C'est un exemple paradigmatique d'une théorie scientifique qui, bien que dépassée par une théorie plus complète et plus fondamentale, reste valide et utile dans son domaine d'application. L'héritage de Newton et de sa gravitation universelle est immense. Il a posé les bases de la physique classique, introduisant des concepts fondamentaux comme la masse, la force, l'inertie, et développant le calcul différentiel et intégral, un outil mathématique indispensable pour décrire le changement et le mouvement. Il a transformé notre compréhension de l'univers, passant d'un cosmos divin et mystérieux à un système régi par des lois mathématiques que la raison humaine pouvait déchiffrer. La gravitation universelle de Newton n'est pas seulement une théorie physique, elle est un jalon dans l'histoire de la pensée humaine, un témoignage de la capacité de l'esprit humain à percer les secrets les plus profonds de la nature. L'ère des télescopes modernes marque un point de rupture fondamental dans notre compréhension de l'univers. Une période où l'humanité a étendu ses sens bien au-delà des limites imposées par la physiologie, pénétrant des domaines jusqu'alors inaccessibles. Si le télescope de Galilée a ouvert la voie à l'observation céleste directe, c'est l'évolution technologique des siècles suivants qui a véritablement révolutionné l'astronomie, transformant une science d'observation en une science d'exploration profonde et multimodale. L'un des premiers développements significatifs réside dans l'amélioration des optiques. Les lentilles réfractives, sujettes aux aberrations chromatiques, ont progressivement cédé la place à des miroirs, inaugurant l'ère des télescopes réflecteurs. Isaac Newton, au XVIIe siècle, a proposé un design avec un miroir primaire concave pour collecter la lumière et un miroir secondaire plan pour la diriger vers l'oculaire, éliminant ainsi le problème du chromatisme. Cependant, la fabrication de grands miroirs en métal poli était complexe et leur durabilité limitée. C'est au XIXe siècle que la métallisation des miroirs en verre avec une fine couche d'argent puis d'aluminium a permis de créer des surfaces réfléchissantes durables et de haute qualité. Cette avancée, combinée à des techniques de polissage de plus en plus précises, a conduit à la construction de télescopes réflecteurs de grande taille capables de collecter des quantités de lumière considérables. L'observatoire du mont Wilson, par exemple, a abrité des instruments emblématiques. Le télescope de 60 pouces, mis en service en 1908, a permis des études pionnières sur les céphéides et les nébuleuses. Son successeur, le télescope de 100 pouces Hooker, inauguré en 1917, fut l'instrument le plus puissant du monde pendant des décennies. C'est avec ce télescope qu'Edwin Hubble, dans les années 1920, a réalisé les observations fondamentales qui ont établi l'existence de galaxies au-delà de la Voie lactée et le fait que l'univers est en expansion. La mesure des distances aux nébuleuses spirales, utilisant des étoiles variables céphéides, a fourni la preuve irréfutable que ces objets étaient des univers-îles lointains, remettant en question la conception d'un univers unique et statique. Le XXe siècle a ensuite vu l'avènement des observatoires professionnels, souvent situés en haute altitude pour minimiser les perturbations atmosphériques et la pollution lumineuse. Les télescopes se sont agrandis, les miroirs atteignant des diamètres de plusieurs mètres. Le télescope Hale de 200 pouces, 5 mètres, à l'observatoire du Mont Palomar, achevé en 1948, a dominé l'astronomie optique pendant des décennies, contribuant à des découvertes majeures sur la structure de l'univers, les quasars et les galaxies lointaines. La complexité de la fabrication de miroirs de cette taille a nécessité des innovations techniques majeures, notamment l'utilisation de verres à faible coefficient de dilatation thermique pour maintenir la forme du miroir malgré les variations de température. Parallèlement à l'augmentation de la taille des miroirs, d'autres avancées technologiques ont transformé la détection et l'analyse de la lumière.
Les plaques photographiques, qui ont supplanté l'œil humain comme principal détecteur au début du XXe siècle, ont permis d'accumuler de la lumière sur de longues périodes d'exposition, révélant des objets célestes beaucoup plus faibles. La sensibilité spectrale des émulsions photographiques a également permis de l'analyse spectrale de la lumière des étoiles, ouvrant la voie à la détermination de leur composition chimique, de leur température et de leur vitesse radiale. Cependant, les plaques photographiques présentaient des inconvénients, notamment une efficacité quantique relativement faible et un temps de développement et d'analyse. C'est pour cela qu'à partir des années 1970 et 80, les dispositifs à couplage de charge, ou CCD, ont révolutionné l'imagerie astronomique. Les CCD, des capteurs électroniques extrêmement sensibles, transforment les photons en électrons puis en un signal numérique. Leur efficacité quantique est considérablement supérieure à celle des plaques photographiques, ce qui signifie qu'ils détectent une plus grande proportion des photons incidents. De plus, ils produisent des données directement numériques, facilitant le traitement informatique et l'analyse quantitative. Cette transition vers les détecteurs numériques a marqué un changement paradigmatique ouvrant la voie à l'astronomie computationnelle moderne. L'ère des télescopes modernes ne se limite pas à l'optique visible. L'exploration du spectre électromagnétique dans son ensemble a commencé au milieu du XXe siècle. L'astronomie radio en particulier a connu un essor considérable après la Seconde Guerre mondiale. Les radiotélescopes, avec leurs grandes paraboles, collectent les ondes radio émises par des sources célestes. Ces ondes traversent l'atmosphère terrestre sans être significativement absorbées, permettant d'observer des phénomènes qui sont invisibles en lumière optique. Les découvertes en radioastronomie ont été révolutionnaires, incluant la détection des pulsars, des quasars, du rayonnement de fond cosmologique et des vastes nuages de gaz et de poussière où naissent les étoiles. L'interférométrie, qui combine les signaux de plusieurs radiotélescopes espacés, a permis d'atteindre des résolutions angulaires incroyablement fines, équivalentes à celles d'un télescope dont la taille serait égale à la distance entre les instruments les plus éloignés. Des réseaux comme le Very Large Array aux États-Unis ou le télescope Arecibo, avant sa destruction, ont fourni des vues détaillées de jets galactiques, de disques de poussière autour d'étoiles jeunes et de la distribution du gaz dans les galaxies. L'exploration du rayonnement infrarouge a également ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. Les télescopes infrarouges sont essentiels pour observer à travers les nuages de poussière cosmique qui bloquent la lumière visible mais sont transparents au rayonnement infrarouge. Cela permet d'étudier les régions de formation stellaire, les centres galactiques et les planètes en formation. Les télescopes spatiaux comme l'Infrared Astronomical Satellite, IRAS, dans les années 1980, puis le Spitzer Space Telescope et le télescope spatial James Webb plus récemment, ont révélé un univers infrarouge riche en structures et en processus cachés. Le refroidissement cryogénique des détecteurs est crucial pour ces télescopes, afin que le télescope lui-même n'émette pas son propre rayonnement infrarouge qui masquerait les faibles signaux cosmiques. Dans les domaines de haute énergie, l'astronomie des rayons X et des rayons gamma a également émergé. Les télescopes à rayons X utilisent des miroirs à incidence rasante, car les rayons X rebondissent seulement à des angles très faibles. Des observatoires spatiaux comme Chandra et XMM Newton ont cartographié les émissions de rayons X provenant de trous noirs, d'étoiles à neutrons, de restes de supernovas et de gaz chauds dans les amas de galaxies. Ces observations révèlent des processus extrêmement énergétiques et violents dans l'univers. L'astronomie gamma, la plus énergétique de toutes, étudie les phénomènes les plus extrêmes, tels que les sursauts gamma, les noyaux galactiques actifs et les pulsars. Les télescopes gamma, comme Fermi, ne peuvent pas focaliser les rayons gamma de la même manière que les télescopes optiques ou radio, mais utilisent des détecteurs qui enregistrent l'interaction des rayons gamma avec la matière. Ces études ont des implications profondes pour la physique des particules et la cosmologie. Le défi majeur pour l'astronomie terrestre est l'atmosphère terrestre. En plus de bloquer certaines longueurs d'onde, elle déforme la lumière des objets célestes, un phénomène connu sous le nom de seeing. Pour contrer cet effet, l'optique adaptative a été développée. Cette technologie utilise des miroirs déformables qui ajustent leur forme des centaines de fois par seconde pour corriger les distorsions atmosphériques en temps réel. En mesurant la distorsion d'une étoile guide, une étoile brillante à proximité de l'objet d'intérêt ou un étoile guide laser créé artificiellement dans la haute atmosphère, l'optique adaptative permet aux télescopes terrestres d'atteindre une résolution proche de leurs limites théoriques, rivalisant parfois avec celle des télescopes spatiaux pour des champs de vision étroits. L'ère des télescopes modernes est également marquée par la montée des télescopes géants. Des projets comme le Very Large Telescope de l'Observatoire européen Solel au Chili, composé de 4 télescopes de 8,2 mètres de diamètre, peuvent fonctionner individuellement ou être combinés en interféromètres pour atteindre une résolution équivalente à celle d'un miroir de 130 mètres. Le développement actuel de l'Extremely Large Telescope avec son miroir de 39 mètres représente la prochaine génération d'instruments terrestres, promettant des avancées sans précédent dans la recherche d'exoplanètes, l'étude des premières galaxies et la compréhension de la matière noire et de l'énergie noire.
Ces projets nécessitent des prouesses d'ingénierie extraordinaires, notamment la segmentation des miroirs primaires en centaines de segments hexagonaux qui doivent être alignés avec une précision nanométrique. Enfin, le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a symbolisé l'apogée de l'astronomie spatiale pour de nombreuses décennies. Placé au-dessus de l'atmosphère terrestre, il offre des images d'une clarté et d'une résolution inégalées en lumière visible et ultraviolette sans les distorsions atmosphériques. Ces découvertes ont été innombrables, de la détermination plus précise de la constante de Hubble à l'étude de la formation stellaire, des collisions galactiques et des disques protoplanétaires. Le Hubble Deep Field et l'Ultra Deep Field, qui ont révélé des milliers de galaxies dans une petite parcelle du ciel, ont fourni des aperçus sans précédent sur l'univers lointain et son évolution. Plus récemment, le télescope spatial James Webb, avec son miroir segmenté de 6,5 mètres, optimisé pour l'infrarouge, a repoussé encore les limites, permettant de sonder les premières époques de l'univers, la formation des premières étoiles et galaxies et la caractérisation des atmosphères d'exoplanètes avec une sensibilité et une résolution inédites. L'ère des télescopes modernes est donc une histoire de progrès technologique continu, d'innovation en matière d'optique, de détection et de traitement des données. C'est l'histoire de la diversification des longueurs d'onde, de la construction d'observatoires toujours plus grands et plus sophistiqués, et de la conquête de l'espace pour s'affranchir des limitations terrestres. Chaque nouvelle génération de télescopes, qu'ils soient terrestres ou spatiaux, optiques, radio, infrarouge, X ou gamma, a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, révélant une complexité, une dynamique et une histoire inouïe et posant de nouvelles questions fondamentales sur notre place dans le cosmos. C'est un processus sans fin de découverte, où chaque avancée technique ouvre la voie à de nouvelles compréhensions de l'univers qui nous entoure. L'étude de l'univers révèle un cycle incessant de création et de destruction dont les étoiles sont les acteurs principaux. La naissance et la mort des étoiles ne sont pas des événements isolés, mais des processus complexes, intimement liés à la physique fondamentale et à l'évolution chimique du cosmos. Comprendre ces phénomènes, c'est appréhender la dynamique de l'univers et notre propre place en son sein, puisque les éléments qui nous composent ont été forgés au cœur de ces astres. Le voyage d'une étoile débute bien avant qu'elle ne brille. Il commence dans les profondeurs des nuages moléculaires géants, d'immenses réservoirs de gaz et de poussière interstellaires, principalement composés d'hydrogène et d'hélium. Ces nuages, froids et denses, sont le berceau de la formation stellaire. Des perturbations gravitationnelles, telles que les ondes de choc issues de l'explosion d'une supernova voisine ou les bras spiraux d'une galaxie, peuvent déclencher l'effondrement de certaines régions de ces nuages. Sous l'effet de leur propre gravité, des fragments de ces nuages commencent à se contracter. C'est l'étape de la proto-étoile. Au fur et à mesure que la proto-étoile se contracte, la matière s'agglomère et la densité augmente. L'énergie potentielle gravitationnelle est convertie en énergie thermique, provoquant une augmentation significative de la température au centre de la proto-étoile. Cette chaleur rayonne et la proto-étoile devient de plus en plus lumineuse, bien qu'elle ne soit pas encore une étoile à part entière. Elle est encore enveloppée d'un cocon de gaz et de poussière qui absorbe la majeure partie de son rayonnement, la rendant difficile à observer directement dans les longueurs d'onde visibles. Les observations en infrarouge sont essentielles pour étudier ces premières phases. Autour de la proto-étoile, un disque d'accrétion se forme, à partir duquel les planètes peuvent ultérieurement émerger. Le point de basculement, où une proto-étoile devient une étoile, est atteint lorsque la température et la pression au cœur sont suffisamment élevées pour initier la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. Ce processus, l'allumage thermonucléaire, libère une quantité colossale d'énergie, créant une pression de rayonnement qui s'oppose à la force de la gravité. Un équilibre est alors atteint et l'étoile entre dans la phase la plus longue et la plus stable de son existence, la séquence principale. La durée de cette phase dépend directement de la masse de l'étoile. Les étoiles massives, par exemple, sont des gloutones. Elles brûlent leur carburant nucléaire à un rythme effréné, bien plus rapidement que les étoiles de faible masse. Une étoile dont la masse est 20 fois celle du Soleil peut ne passer que quelques millions d'années sur la séquence principale, tandis que notre propre Soleil, une étoile de masse moyenne, y passera environ 10 milliards d'années. Les naines rouges, les étoiles les plus petites et les moins massives, ont une durée de vie sur la séquence principale qui peut dépasser la durée actuelle de l'univers, potentiellement des trillions d'années. Cette différence est fondamentale pour la compréhension de l'évolution stellaire. La fin de la séquence principale marque le début de la mort de l'étoile. L'épuisement du combustible d'hydrogène dans le cœur perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la pression de rayonnement.
Le cœur de l'étoile commence à se contracter, ce qui entraîne une augmentation de sa température. Cette chaleur est suffisante pour initier la fusion de l'hydrogène dans une coquille autour du cœur, ce qui provoque une expansion massive des couches externes de l'étoile. Elle se transforme en géante rouge ou supergéante rouge pour les étoiles les plus massives. Le destin final d'une étoile est étroitement lié à sa masse initiale. Les étoiles de faible et moyenne masse, comme notre Soleil, connaîtront une fin relativement paisible. Après la phase de géante rouge, leur cœur continuera à se contracter, devenant suffisamment chaud pour fusionner l'hélium en carbone et oxygène. Ce processus ne dure pas aussi longtemps que la fusion de l'hydrogène. Une fois l'hélium épuisé, les couches externes de l'étoile sont doucement éjectées dans l'espace, formant une nébuleuse planétaire, un spectacle de gaz et de poussière ionisés, souvent de formes et de couleurs variées et complexes. Au centre de cette nébuleuse, le cœur nu de l'étoile survit sous la forme d'une naine blanche. Une naine blanche est un objet extraordinairement dense, où la matière est compactée à l'extrême. Un seul centimètre cube de naine blanche peut peser plusieurs tonnes. Elles sont principalement composées de carbone et d'oxygène, vestiges de la fusion de l'hélium. Les naines blanches ne produisent plus d'énergie par fusion nucléaire. Elles refroidissent lentement pendant des milliards, voire des trillions d'années, jusqu'à devenir des naines noires, des objets froids et sombres, théoriques car l'univers n'est pas encore assez vieux pour que ce processus soit achevé. Le destin des étoiles massives est beaucoup plus spectaculaire et violent. Une étoile dont la masse est au moins 8 fois supérieure à celle du Soleil subira une série de fusions nucléaires successives dans son cœur. Après l'hydrogène et l'hélium, elle fusionnera le carbone en néon, puis le néon en oxygène, l'oxygène en silicium et enfin le silicium en fer. Chaque étape de fusion libère moins d'énergie par unité de masse et nécessite des températures et des pressions toujours plus élevées. Le fer est le point final de ce processus. La fusion du fer ne libère pas d'énergie, mais en consomme, ce qui est une différence cruciale. Lorsque le cœur de fer atteint une masse critique, appelée la limite de Chandrasekhar pour les naines blanches, mais adaptée pour les cœurs de fer, la pression de dégénérescence des électrons ne peut plus supporter le poids de l'étoile. Le cœur s'effondre alors en quelques fractions de secondes, un événement d'une rapidité et d'une violence inouïe. Les protons et les électrons sont forcés de fusionner pour former des neutrons, libérant une immense quantité d'énergie sous forme de neutrinos. Cet effondrement rebondit sur le cœur neutronique nouvellement formé, créant une onde de choc qui se propage vers l'extérieur à travers les couches externes de l'étoile. Le voyage d'une étoile massive après la supernova dépend encore de sa masse initiale. Si le cœur résiduel a une masse comprise entre 1,4 et environ 3 masses solaires, la force de gravité est suffisamment forte pour compresser les protons et les électrons en neutrons, formant une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons est un objet extraordinairement dense, où toute la masse d'une étoile comme le Soleil est compactée dans une sphère d'environ 20 km de diamètre. Un seul dé à coute de matière d'étoile à neutrons pèserait des milliards de tonnes. Ces objets tournent souvent très rapidement et émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique qui, s'ils sont dirigés vers la Terre, sont observés comme des pulsars. Le point de basculement où une proto-étoile devient une étoile est atteint lorsque la température et la pression au cœur sont suffisamment élevées pour initier la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. Ce processus, l'allumage thermonucléaire, libère une quantité colossale d'énergie, créant une pression de rayonnement qui s'oppose à la force de la gravité. Un équilibre est alors atteint et l'étoile entre dans la phase la plus longue et la plus stable de son existence, la séquence principale. La durée de cette phase dépend directement de la masse de l'étoile. Les étoiles massives, par exemple, sont des gloutones. Elles brûlent leur carburant nucléaire à un rythme effréné, bien plus rapidement que les étoiles de faible masse. Une étoile dont la masse est 20 fois celle du Soleil peut ne passer que quelques millions d'années sur la séquence principale, tandis que notre propre Soleil, une étoile de masse moyenne, y passera environ 10 milliards d'années. Les naines rouges, les étoiles les plus petites et les moins massives, ont une durée de vie sur la séquence principale qui peut dépasser la durée actuelle de l'univers, potentiellement des trillions d'années. Cette différence est fondamentale pour la compréhension de l'évolution stellaire. La fin de la séquence principale marque le début de la mort de l'étoile. L'épuisement du combustible d'hydrogène dans le cœur perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la pression de rayonnement. Le cœur de l'étoile commence à se contracter, ce qui entraîne une augmentation de sa température.
Cette chaleur est suffisante pour initier la fusion de l'hydrogène dans une coquille autour du cœur, ce qui provoque une expansion massive des couches externes de l'étoile. Elle se transforme en géante rouge ou supergéante rouge pour les étoiles les plus massives. Le destin final d'une étoile est étroitement lié à sa masse initiale. Les étoiles de faible et moyenne masse, comme notre Soleil, connaîtront une fin relativement paisible. Après la phase de géante rouge, leur cœur continuera à se contracter, devenant suffisamment chaud pour fusionner l'hélium en carbone et oxygène. Ce processus ne dure pas aussi longtemps que la fusion de l'hydrogène. Une fois l'hélium épuisé, les couches externes de l'étoile sont doucement éjectées dans l'espace, formant une nébuleuse planétaire, un spectacle de gaz et de poussière ionisée, souvent de formes et de couleurs variées et complexes. Au centre de cette nébuleuse, le cœur nu de l'étoile survit sous la forme d'une naine blanche. Une naine blanche est un objet extraordinairement dense, où la matière est compactée à l'extrême. Un seul centimètre cube de naine blanche peut peser plusieurs tonnes. Elles sont principalement composées de carbone et d'oxygène, vestiges de la fusion de l'hélium. Les naines blanches ne produisent plus d'énergie par fusion nucléaire. Elles refroidissent lentement pendant des milliards, voire des trillions d'années, jusqu'à devenir des naines noires, des objets froids et sombres, théoriques car l'univers n'est pas encore assez vieux pour que ce processus soit achevé. Le destin des étoiles massives est beaucoup plus spectaculaire et violent. Une étoile dont la masse est au moins 8 fois supérieure à celle du Soleil subira une série de fusions nucléaires successives dans son cœur. Après l'hydrogène et l'hélium, elle fusionnera le carbone en néon, puis le néon en oxygène, l'oxygène en silicium et enfin le silicium en fer. Chaque étape de fusion libère moins d'énergie par unité de masse et nécessite des températures et des pressions toujours plus élevées. Le fer est le point final de ce processus. La fusion du fer ne libère pas d'énergie, mais en consomme, ce qui est une différence cruciale. Lorsque le cœur de fer atteint une masse critique, appelée la limite de Chandrasekhar pour les naines blanches, mais adaptée pour les cœurs de fer, la pression de dégénérescence des électrons ne peut plus supporter le poids de l'étoile. Le cœur s'effondre alors en quelques fractions de seconde, un événement d'une rapidité et d'une violence inouïes. Les protons et les électrons sont forcés de fusionner pour former des neutrons, libérant une immense quantité d'énergie sous forme de neutrinos. Cet effondrement rebondit sur le cœur neutronique nouvellement formé, créant une onde de choc qui se propage vers l'extérieur à travers les couches externes de l'étoile. C'est l'explosion cataclysmique d'une supernova de type 2. Pendant un bref laps de temps, une supernova peut briller avec l'éclat d'une galaxie entière, éclipsant des milliards d'étoiles individuelles. Cette explosion disperse dans l'espace interstellaire tous les éléments lourds forgés au cours de la vie de l'étoile, ainsi que ceux créés pendant l'explosion par des processus de capture rapide de neutrons, la nucléosynthèse explosive. Ces éléments, allant du carbone au fer et au-delà, sont les briques de construction des nouvelles générations d'étoiles, de planètes et de la vie elle-même. Nous sommes littéralement faits de poussière. Depuis des millénaires, les étoiles ont captivé l'imagination humaine, symboles immuables d'un cosmos vaste et mystérieux. Leur scintillement nocturne, observé par les civilisations anciennes, a donné naissance à des mythes, des cosmogonies et des systèmes de navigation. Aujourd'hui, cette fascination persiste, mais elle est teintée d'une interrogation fondamentale, d'une question qui transcende les âges et les cultures. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Cette question, au cœur de notre quête de connaissances, est intrinsèquement liée aux étoiles, ces phares lointains qui pourraient abriter d'autres mondes, d'autres formes de vie. L'étude des étoiles a connu des avancées spectaculaires. Nous savons désormais quels sont les fours cosmiques où se forgent les éléments chimiques essentiels à la vie, du carbone à l'oxygène en passant par le fer. Une étoile naît d'un nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sous sa propre gravité, s'échauffe jusqu'à ce que la fusion nucléaire s'amorce en son cœur, libérant une quantité colossale d'énergie. Cette énergie est ce qui fait briller les étoiles et ce qui soutient leur structure pendant des milliards d'années. À la fin de leur vie, les étoiles massives explosent en supernovas, disséminant ces éléments forgés dans l'espace interstellaire, enrichissant les nuages de gaz et de poussière qui donneront naissance à de nouvelles générations d'étoiles et, potentiellement, à de nouveaux systèmes planétaires. Notre propre Soleil est une étoile de deuxième ou troisième génération, et la matière qui compose notre corps et toute vie sur Terre a été un jour forgée au cœur d'une étoile lointaine, avant d'être éjectée dans le cosmos. C'est autour de ces étoiles que se forment les planètes. Le processus de formation planétaire est désormais mieux compris.
Il débute dans le disque protoplanétaire, un anneau de gaz et de poussière qui entoure une jeune étoile. Les particules de poussière s'agrègent, formant des corps de plus en plus grands, des planétésimaux, qui, par collision et accrétion, finissent par donner naissance à des planètes. Des milliers d'exoplanètes, des planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil, ont été découvertes au cours des dernières décennies, révolutionnant notre compréhension de la formation planétaire et de la diversité des systèmes stellaires. Ces découvertes ont révélé une multitude de mondes, certains gazeux et géants comme Jupiter, d'autres rocheux et de taille comparable à la Terre, certains orbitant si près de leur étoile qu'ils sont des enfers incandescents, d'autres si éloignés qu'ils sont des déserts glacés. Parmi ces milliers d'exoplanètes, une attention particulière est portée à celles qui se situent dans ce que l'on appelle la zone habitable, parfois désignée comme la zone de Goldilocks. C'est la région autour d'une étoile où les conditions sont telles que l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. L'eau est en effet considérée comme un ingrédient essentiel à la vie, telle que nous la connaissons. Elle agit comme un solvant, permettant les réactions chimiques complexes nécessaires au processus biologique. La présence d'eau liquide n'est pas une garantie de vie, mais elle est perçue comme un prérequis fondamental. La taille de la zone habitable varie en fonction du type et de la luminosité de l'étoile. Une étoile plus chaude et plus lumineuse aura d'une zone habitable plus éloignée et plus large qu'une étoile plus froide et moins lumineuse. Des missions spatiales comme Kepler et plus récemment TESS ont permis de détecter un nombre considérable de ces planètes potentiellement habitables, souvent des super-Terres, des planètes rocheuses plus massives que la Terre, ou des mini-Neptunes, des mondes gazeux plus petits que Neptune. La question de la vie extraterrestre est intrinsèquement liée à la compréhension des conditions nécessaires à son émergence et son développement. Sur Terre, la vie est apparue relativement tôt dans l'histoire de la planète, il y a environ 3,8 milliards d'années. Les premières formes de vie étaient des organismes unicellulaires, simples, mais elles ont évolué au fil des milliards d'années pour donner naissance à la diversité biologique que nous connaissons aujourd'hui. Les ingrédients essentiels à la vie, comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre, sont des éléments abondants dans l'univers. La chimie organique, la chimie du carbone, capable de former des molécules complexes, est universelle. Des acides aminés, les briques des protéines, ont été détectés dans des météorites et dans des nuages interstellaires. Cela suggère que la chimie prébiotique, celle qui a précédé l'apparition de la vie, n'est pas un phénomène rare, mais pourrait être répandue dans le cosmos. La recherche de la vie extraterrestre ne se limite pas aux mondes extrasolaires. Dans notre propre système solaire, des corps célestes sont considérés comme des candidats potentiels pour abriter des formes de vie microbiennes. Mars, avec ses traces d'anciens lits de rivières et la découverte de glaces d'eau souterraines, a longtemps été la cible privilégiée de cette recherche. Des missions comme les rovers Spirit, Opportunity, Curiosity et Perseverance ont fourni des preuves irréfutables de la présence d'eau liquide dans le passé lointain de Mars et continuent de rechercher des biosignatures, des traces de vie passée ou présente. Les lunes glacées des géantes gazeuses, comme Europe et Encelade, sont également des targets prometteurs. Europe, lune de Jupiter, est soupçonnée d'abriter un océan d'eau salée sous sa croûte de glace, chauffée par les forces de marée générées par l'attraction gravitationnelle de Jupiter. Des geysers d'eau ont été observés sur Encelade, lune de Saturne, suggérant également la présence d'un océan souterrain en contact avec un noyau rocheux, offrant potentiellement une source d'énergie chimique propice à la vie. Titan, la plus grande lune de Saturne, possède une atmosphère dense et des lacs de méthane et d'éthane liquide à sa surface. Bien que ces conditions soient très différentes de celles de la Terre, la chimie complexe qui s'y déroule soulève des questions sur la possibilité de formes de vie basées sur des solvants autres que l'eau. Au-delà de la vie microbienne, la question de la vie intelligente et technologique est une autre facette de cette quête. C'est le domaine du SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre. Les programmes SETI écoutent le cosmos, à la recherche de signaux radio ou optiques artificiels qui pourraient trahir la présence d'une civilisation avancée. Le silence radio jusqu'à présent est un fait notable. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce grand silence. Une d'elles est le paradoxe de Fermi, formulé par le physicien Enrico Fermi, qui interroge si les civilisations extraterrestres sont nombreuses et que certaines sont technologiquement avancées, pourquoi n'avons-nous pas encore détecté leur présence ? Plusieurs explications potentielles sont avancées. L'hypothèse de la rareté de la Terre suggère que les conditions qui ont permis l'émergence de la vie complexe et intelligente sur Terre sont extrêmement rares.
Un ensemble de facteurs astronomiques et géologiques, de la présence d'une lune stabilisatrice à l'orbite de Jupiter qui dévie les astéroïdes, aurait été nécessaire. Une autre hypothèse est celle du grand filtre, qui postule l'existence d'un ou plusieurs obstacles majeurs à l'évolution de la vie vers des formes intelligentes et interstellaires. Ce filtre pourrait être situé dans notre passé, rendant l'émergence de la vie complexe extrêmement difficile, ou dans notre futur, sous la forme d'autodestruction ou de catastrophes cosmiques inévitables. Il est également possible que les civilisations avancées soient rares ou qu'elles aient des motivations différentes de celles que nous imaginons. Elles pourraient choisir de ne pas communiquer ou leurs signaux pourraient être indétectables avec nos technologies actuelles. La taille de l'univers est immense et même si des civilisations existaient, la probabilité que leurs signaux atteignent la Terre au moment où nous écoutons et que nous soyons capables de les interpréter pourrait être extrêmement faible. La notion de panspermie est une autre piste intéressante. Elle suggère que la vie pourrait se propager d'un corps céleste à l'autre, transporté par des météorites ou des comètes. Des études ont montré que certains micro-organismes peuvent survivre aux conditions extrêmes du voyage spatial et à la rentrée atmosphérique. Si la panspermie est un processus courant, alors la vie pourrait être bien plus répandue dans le cosmos que nous l'imaginons, à partir d'un point d'origine unique. Les étoiles dans cette quête de vie extraterrestre ne sont pas des simples objets d'observation, elles sont les acteurs principaux. Chaque étoile est un soleil potentiel, un centre de gravité autour duquel des mondes se forment et où la vie pourrait essaimer. L'étude de leur composition, de leur âge, de leur activité, de leur système planétaire est cruciale pour affiner nos modèles de probabilité d'existence de la vie. Les naines rouges, par exemple, sont les étoiles les plus nombreuses dans notre galaxie. Elles sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil, mais leur durée de vie est considérablement plus longue, des milliers de milliards d'années. Si la vie peut s'adapter à l'environnement de ces étoiles, avec leurs zones habitables proches et leurs éruptions stellaires, alors l'univers pourrait être rempli de vie autour de ces naines rouges. L'évolution technologique continue d'ouvrir de nouvelles perspectives. Les télescopes de nouvelle génération, comme le télescope spatial James Webb, permettent d'étudier l'atmosphère des exoplanètes et de rechercher des biosignatures gazeuses, des gaz comme l'oxygène, le méthane ou l'ozone qui pourraient indiquer la présence de vie. L'oxygène, par exemple, est un produit de la photosynthèse sur Terre et sa présence en grande quantité dans une atmosphère planétaire pourrait être un indicateur de vie. La question de la vie extraterrestre n'est pas seulement une question scientifique, c'est aussi une question philosophique et existentielle. La découverte de la vie ailleurs, même microbienne, aurait des implications profondes pour notre compréhension de notre place dans l'univers. Elle remettrait en question l'idée de l'unicité de la vie terrestre et pourrait enrichir notre perception de la diversité des formes que la vie peut prendre. La découverte d'une civilisation intelligente, capable de communiquer, transformerait radicalement notre perspective. Elle pourrait offrir de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies et un miroir dans lequel nous pourrions nous voir d'une manière différente. En définitive, les étoiles sont plus que de simples points lumineux dans la nuit. Elles sont les promesses de mondes inconnus, les phares de l'espoir et de l'interrogation. Notre exploration de l'univers, guidée par la science et la curiosité, continue de nous rapprocher de la réponse à la question fondamentale. Sommes-nous seuls ? Chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle exoplanète identifiée, chaque nouvelle compréhension des processus stellaires et planétaires est un pas de plus vers la résolution de ce grand mystère cosmique. La quête de la vie extraterrestre est une aventure intellectuelle sans précédent qui nous pousse à regarder au-delà de notre propre monde vers l'immensité silencieuse et potentiellement peuplée des étoiles. L'astrologie, un mot qui évoque des images variées, des horoscopes colorés dans les magazines, des cartes du ciel complexes, des prédictions sur l'amour et la carrière. Mais au-delà de ces représentations populaires, la question fondamentale demeure. L'astrologie est-elle une science, une croyance ou quelque chose d'autre encore ? Pour y répondre, il convient d'abord d'examiner son histoire, ses principes, ses arguments et ses critiques. L'astrologie est une pratique divinatoire qui postule une corrélation entre la position des corps célestes, planètes, étoiles, signes du zodiaque, au moment de la naissance d'un individu et son caractère, son destin ou les événements de sa vie. Cette idée n'est pas nouvelle, elle a des racines profondes dans l'Antiquité, bien avant le développement de la science moderne telle que nous la connaissons. Les premières traces d'une pratique astrologique remontent à la Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans. Les Babyloniens, observateurs assidus du ciel, ont développé un système complexe de présages basé sur les mouvements des astres. Pour eux, le ciel était un livre ouvert où les dieux inscrivaient leurs volontés et leurs intentions.
Les éclipses, les conjonctions planétaires, les apparitions de comètes étaient interprétées comme des signes annonçant des guerres, des famines ou la fortune des rois. Il s'agissait alors d'une astrologie événementielle et mondiale, axée sur les affaires de l'État et de la collectivité, bien plus que sur le destin individuel. Ce savoir astrologique a ensuite voyagé, influençant les civilisations égyptiennes, grecques et romaines. Les Grecs notamment ont intégré et systématisé ces connaissances, développant les concepts de signes du zodiaque et d'ascendant. Ils ont également commencé à appliquer l'astrologie au destin des individus, jetant les bases de l'astrologie natale que nous connaissons aujourd'hui. Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, dans son œuvre majeure le Tétrabiblos, a codifié les principes de l'astrologie hellénistique, établissant les règles d'interprétation des thèmes astraux qui continuent d'influencer l'astrologie occidentale. À cette époque, il n'y avait pas de distinction claire entre l'astronomie et l'astrologie. Les astronomes étaient aussi des astrologues, et vice-versa. L'étude du mouvement des corps célestes avait à la fois une dimension prédictive et une dimension purement descriptive. Au Moyen Âge, l'astrologie a continué de prospérer dans le monde islamique. Des savants comme Al-Biruni ont apporté des contributions significatives à l'astronomie et à l'astrologie, traduisant et commentant les textes grecs et persans. En Europe, après une période de déclin, l'astrologie a connu un renouveau à partir du XIIe siècle, notamment grâce aux traductions des textes arabes. Elle était enseignée dans les universités et consultée par les rois et les puissants. Les médecins utilisaient l'astrologie pour déterminer les moments propices aux saignées ou à l'administration de remèdes, estimant que la position de la Lune et des planètes influençait les humeurs et les organes du corps. La Renaissance a marqué un âge d'or pour l'astrologie. Des figures emblématiques comme Nostradamus ont acquis une célébrité durable pour leurs prophéties. Même des astronomes de renom tels que Tycho Brahe ou Johannes Kepler pratiquaient l'astrologie et réalisaient des horoscopes pour leurs mécènes. C'est dans ce contexte que la distinction entre l'astronomie et l'astrologie a commencé à émerger, de manière graduelle. Les découvertes de Copernic, Galilée et Newton ont révolutionné notre compréhension du cosmos. L'héliocentrisme, la loi de la gravitation universelle et l'observation au télescope ont fourni une vision du système solaire fondée sur des lois physiques vérifiables et mesurables. L'astronomie s'est alors affirmée comme une science empirique détachée des considérations divinatoires. Qu'est-ce que caractérise l'astrologie en tant que système de pensée? Ses fondements reposent sur plusieurs principes. Le premier est le principe de l'analogie. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette maxime hermétique suggère une correspondance entre le macrocosme, le cosmos, et le microcosme, l'individu. Les mouvements célestes seraient le reflet ou la cause des événements terrestres et humains. Le deuxième principe est celui du symbolisme. Chaque planète, signe du zodiaque ou maison astrologique est associée à des archétypes, des qualités, des fonctions psychologiques ou des domaines de l'existence. Mars, par exemple, est associé à l'énergie, à l'action, à l'agressivité. Vénus à l'amour, à l'harmonie, à l'esthétique. Le signe du lion est lié à la royauté, à la créativité, à la fierté. Le troisième principe est la notion de moment ou de qualité du temps. L'astrologie ne prétend pas que les astres causent directement les événements, mais plutôt qu'ils signalent ou marquent une qualité particulière du temps. Le thème astral, calculé pour le moment et le lieu exact de la naissance, serait une sorte de photographie céleste qui encode les potentiels et les défis de l'individu. Alors, peut-on qualifier l'astrologie de science? La science moderne repose sur la méthode scientifique, qui implique l'observation, l'hypothèse, l'expérimentation, la falsifiabilité et la reproductibilité des résultats. Les théories scientifiques doivent pouvoir être testées et réfutées par des preuves empiriques. De nombreuses études scientifiques ont été menées pour tester les prémices de l'astrologie, notamment la corrélation entre les positions astrales et les traits de personnalité ou les événements de vie. Ces études ont généralement utilisé des méthodologies rigoureuses, incluant des groupes de contrôle, des doubles aveugles et des analyses statistiques. L'une des expériences les plus célèbres est celle menée par Sean Carlson en 1985, publiée dans la revue Nature. Des astrologues renommés ont été invités à faire correspondre des thèmes astraux à des profils de personnalité établis par des tests psychologiques standards. Les résultats ont montré que les astrologues n'ont pas réussi à établir ces correspondances avec un taux de succès supérieur au hasard. En d'autres termes, leurs prédictions n'étaient pas plus précises que si elles avaient été faites au hasard.
D'autres études ont examiné la distribution des dates de naissance des personnes exerçant certaines professions ou des personnes atteintes de certaines maladies en fonction de leur signe astrologique. Aucune corrélation significative n'a été trouvée qui ne puisse être expliquée par le hasard ou par des facteurs socio-culturels. Par exemple, l'idée que les natifs de certains signes sont plus prédisposés à certaines carrières n'est pas étayée par les données statistiques. Un argument souvent avancé par les critiques est que les forces gravitationnelles ou électromagnétiques exercées par les planètes sur un nouveau-né sont insignifiantes comparées à celles d'un médecin ou d'un bus qui passe dans la rue. L'astrologie ne se base d'ailleurs pas sur une interaction physique connue. Ses défenseurs parlent souvent d'influences subtiles ou énergétiques qui ne relèvent pas du cadre de la physique actuelle. Les mécanismes de l'astrologie ne sont pas réfutables au sens scientifique. Si un astrologue fait une prédiction qui ne se réalise pas, il peut toujours argumenter que l'interprétation était incomplète, que d'autres facteurs étaient en jeu ou que la qualité du temps s'est manifestée différemment. Cette plasticité de l'interprétation rend difficile la réfutation empirique. Ceci nous amène à considérer l'astrologie comme une croyance. Une croyance est une adhésion à une idée, une doctrine, une opinion, sans qu'il y ait nécessairement de preuves rationnelles ou empiriques. Les systèmes de croyance peuvent remplir des fonctions psychologiques et sociales importantes. Pour de nombreuses personnes, l'astrologie offre un cadre d'interprétation du monde et de soi. Elle peut apporter un sentiment de sens et de direction dans un univers perçu comme chaotique ou imprévisible. Le thème astral peut être vu comme une carte routière de l'individu, expliquant ses forces, ses faiblesses, ses défis et ses opportunités. Cette lecture peut être rassurante et aider à l'acceptation de soi. L'astrologie peut également servir d'outil de connaissance de soi. En réfléchissant aux archétypes planétaires et aux significations des signes, un individu peut être amené à explorer des aspects de sa personnalité qu'il n'avait pas consciemment identifiés. Cette introspection, qu'elle soit guidée par l'astrologie ou par d'autres systèmes, peut être bénéfique pour le développement personnel. Le phénomène de l'effet Barnum ou effet Forer est également pertinent ici. Il décrit la tendance des individus à accepter comme exactes des descriptions de personnalités générales et vagues qu'ils pensent avoir été conçues spécifiquement pour eux. Les horoscopes et les descriptions astrologiques utilisent souvent un langage suffisamment général pour que la plupart des gens puissent s'y reconnaître. Par exemple, la phrase « Vous avez parfois des doutes sur vos capacités » pourrait s'appliquer à presque tout le monde. La confirmation de biais joue également. Les personnes qui croient en l'astrologie tendent à se souvenir des prédictions qui se sont avérées exactes et à ignorer celles qui ne l'étaient pas. Elles recherchent des preuves qui confirment leurs croyances et rejettent celles qui les contredisent. De plus, l'astrologie peut créer un sentiment de connexion et d'appartenance. Partager son signe astrologique et discuter de ses implications est une forme d'interaction sociale qui peut renforcer les liens entre les individus. Il est également important de noter que l'astrologie, comme d'autres systèmes de croyances, peut évoluer et s'adapter. Certains astrologues modernes cherchent à intégrer des concepts de la psychologie, comme ceux de Carl Jung et ses archétypes, pour donner une dimension plus symbolique et moins déterministe à leur pratique. Ils ne prétendent plus prédire des événements spécifiques avec certitude, mais plutôt explorer les tendances psychologiques et les potentiels individuels. Cette approche vise à faire de l'astrologie un outil de développement personnel plutôt qu'une science divinatoire. La question de la validité de l'astrologie ne se limite pas à sa scientificité. Si elle n'est pas une science au sens strict, elle ne perd pas autant sa pertinence pour ceux qui la pratiquent ou la consultent. De nombreuses traditions spirituelles, philosophiques ou psychologiques ne relèvent pas de la science, mais offrent néanmoins des cadres d'interprétation et des outils pour la vie humaine. En définitive, la distinction entre science et croyance n'est pas toujours simple. La science est un mode de connaissance basé sur l'observation empirique et la réfutation. La croyance est un mode d'adhésion à des propositions, souvent pour des raisons émotionnelles, culturelles ou existentielles. L'astrologie, dans sa forme traditionnelle, ne satisfait pas aux critères de la science moderne. Ses prédictions n'ont pas été validées empiriquement et ses mécanismes ne sont pas explicables par les lois connues de la physique. Quant à elle, en tant que système de croyance, l'astrologie a une histoire riche et continue de fasciner des millions de personnes. Elle répond à un besoin humain fondamental de donner du sens à l'existence, de comprendre les forces qui nous animent et les défis que nous rencontrons. Qu'elle soit considérée comme un art divinatoire, un système symbolique ou un outil psychologique, son impact sur la culture et les individus est indéniable. La question n'est peut-être pas de savoir si l'astrologie est vraie ou fausse au sens scientifique, mais plutôt de comprendre ce qu'elle représente et comment elle fonctionne dans l'esprit de ceux qui y adhèrent. Les étoiles, depuis l'aube de l'humanité, ont toujours exercé une fascination profonde, transcendant les frontières géographiques et temporelles.
Elles ne sont pas simplement des corps célestes lointains, mais des symboles puissants, des sources d'inspiration inépuisables qui ont irrigué l'art et la culture sous d'innombrables formes. L'impact des étoiles sur la création artistique et les systèmes de pensée culturelle est omniprésent, des premières représentations rupestres aux explorations numériques contemporaines, témoignant d'une constante interaction entre l'humain et l'immensité du cosmos. Dès les civilisations antiques, l'observation du ciel nocturne a nourri l'imaginaire collectif. Les Mésopotamiens, par exemple, ont développé une astronomie sophistiquée, non seulement pour des raisons pratiques comme la mesure du temps et l'agriculture, mais aussi pour des interprétations divinatoires et religieuses. Le zodiaque, avec ses constellations associées à des animaux et des figures mythologiques, en est une illustration parfaite, où chaque étoile, chaque groupement recevait un nom, une histoire et une influence sur le destin humain. Les Babyloniens voyaient dans les mouvements célestes un langage divin, dont l'interprétation était essentielle à la compréhension du monde et à la prise de décisions politiques et religieuses. En Égypte ancienne, les étoiles étaient intrinsèquement liées au cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Sirius ou Soptet était vénéré comme une déesse, son lever héliaque annonçant la crue annuelle du Nil, événement vital pour l'agriculture. Les plafonds des tombes pharaoniques, comme celui de Senmut, l'architecte de Hatshepsut, sont ornés de cartes stellaires détaillées, représentant les constellations et les planètes, des éléments cruciaux pour le voyage de l'âme dans l'au-delà. Ces représentations ne sont pas de simples décorations, elles sont des guides cosmiques, des chemins pour les défunts. L'apport des Grecs et des Romains à la mythologie stellare est immense. Les constellations que nous connaissons aujourd'hui portent majoritairement des noms issus de leurs récits épiques. Orion, Persée, Cassiopée, Andromède, la Grande Ourse, chaque figure céleste est associée à un héros, une divinité, un monstre ou un événement fondateur. Ces histoires, transmises oralement puis par écrit par des poètes comme Hésiode ou Aratos de Solès, ont transformé le ciel en un vaste théâtre où se jouent des drames éternels. Elles ont humanisé le cosmos, le rendant accessible à l'imagination et à la compréhension collective, conférant aux étoiles non seulement une identité visuelle, mais aussi une profonde résonance narrative. Au Moyen Âge, l'influence de l'astronomie et de l'astrologie sur la culture reste forte. Les manuscrits enluminés représentent souvent le cosmos selon le modèle géocentrique de Ptolémée, avec la Terre au centre, entourée de sphères célestes où résident les planètes et les étoiles fixes. Ces images sont à la fois scientifiques pour les papes et profondément symboliques, reflétant l'ordre divin de l'univers. Les étoiles sont perçues comme des points lumineux incrustés dans la voûte céleste, régis par des lois divines et dont l'éclat influence les événements terrestres. L'architecture religieuse intègre parfois des motifs stellaires, comme des voûtes peintes en bleu et parsemées d'étoiles dorées, évoquant la grandeur et l'infinité du royaume céleste. La Renaissance marque une période de transition majeure. Alors que l'astrologie conserve une certaine prééminence, la révolution copernicienne et les découvertes de Galilée commencent à modifier la perception des étoiles. Elles ne sont plus de simples lumières fixes, mais des soleils lointains, des mondes potentiels. Cette nouvelle vision scientifique, bien que dérangeante pour l'ordre établi, n'a pas diminué l'attrait esthétique des étoiles. Au contraire, elle a ouvert de nouvelles perspectives pour les artistes. Les cartes célestes deviennent plus précises, les représentations des constellations plus détaillées. Des œuvres comme l'École d'Athènes de Raphaël, bien que ne représentant pas directement des étoiles, reflètent l'esprit de curiosité intellectuelle et la quête de connaissances qui caractérise cette époque, où la compréhension du cosmos est un élément central de la philosophie naturelle. Dans la ère baroque, les étoiles deviennent des symboles de gloire et de puissance. Les monarques comme Louis XIV se parent de symboles solaires et stellaires, s'identifiant à l'éclat du soleil et à la multitude des étoiles pour affirmer leur souveraineté divine. L'architecture des palais, les ballets de cour, les décorations intérieures, tout concourt à créer une imagerie qui place le souverain au centre d'un univers ordonné et lumineux. Les constellations, souvent représentées dans des allégories, servent à exalter la magnificence des cours royales. Le romantisme du XIXe siècle voit les étoiles comme un reflet de l'âme humaine, un miroir des émotions profondes et de l'infini.
Des peintres comme Vincent van Gogh, avec sa Nuit étoilée, transforment le ciel nocturne en un tourbillon d'énergie et de sentiments, où les étoiles ne sont plus de simples points lumineux, mais des entités vivantes, palpables, chargées d'une intensité émotionnelle unique. La composition de Van Gogh, avec ses cieux tourbillonnants et ses cyprès ardents, est une méditation sur la relation entre l'humain et l'univers, une tentative de capturer l'immuable et l'éphémère dans un même mouvement. Caspar David Friedrich, dans ses paysages nocturnes, utilise les étoiles pour évoquer la mélancolie, la solitude, la petitesse de l'homme face à la grandeur du cosmos, mais aussi la possibilité d'une connexion spirituelle avec l'au-delà. Les étoiles deviennent des guides silencieux pour l'âme en quête de sens. La littérature romantique est également imprégnée de cette fascination. Victor Hugo, dans Les Contemplations, s'adresse aux étoiles, les interrogeant sur le mystère de l'existence. Alfred de Musset parle des étoiles pâles qui éclairent les nuits de désespoir. Ces auteurs utilisent les étoiles comme des métaphores de l'espoir, de la solitude, de l'amour perdu ou de la quête de l'absolu. La poésie y trouve un terrain fertile pour explorer les thèmes universels de la destinée humaine et de l'immortalité. Au XXe siècle, avec l'avènement de la photographie astronomique et de l'exploration spatiale, la vision des étoiles s'est profondément modifiée. L'art abstrait en particulier a trouvé dans l'imagerie cosmique une source d'inspiration pour représenter l'univers non figuré. Des artistes comme Jackson Pollock, avec ses éclaboussures et ses coulures, peuvent être interprétés comme une tentative de capter le chaos ordonné de la galaxie, la dispersion des étoiles dans l'espace. La science-fiction, en littérature comme au cinéma, a propulsé les étoiles au cœur de récits d'exploration, de rencontres extraterrestres et de dystopies stellaires. Des films comme 2000, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick utilisent l'immensité du cosmos et la beauté des corps célestes pour interroger l'évolution de l'humanité et notre place dans l'univers. Les étoiles sont également omniprésentes dans la culture populaire. Elles ornent les drapeaux de nombreuses nations, symbolisant l'union, l'espoir ou la souveraineté. L'étoile à 5 branches, ou pentagramme, a une histoire riche, utilisée à la fois comme symbole religieux, ésotérique et politique. L'étoile de David, emblème du judaïsme, et l'étoile et le croissant, symbole de l'islam, témoignent de l'intégration profonde des étoiles dans les systèmes de croyance. Dans la musique, les étoiles ont inspiré d'innombrables chansons, des berceuses aux hymnes. Twinkle, Twinkle, Little Star est une mélodie universellement reconnue, enseignant aux enfants la beauté du ciel nocturne. Des artistes contemporains utilisent des paroles et des thèmes stellaires pour explorer des émotions complexes, des rêves inaccessibles ou la quête de l'infini. La musique électronique en particulier a souvent recours à des sonorités planantes et éthérées qui évoquent l'immensité de l'espace et le scintillement des étoiles. La mode et le design s'emparent également du motif stellaire. Les constellations sont imprimées sur les tissus, brodées sur les vêtements, utilisées comme motif décoratif dans l'ameublement. L'étoile est un symbole de prestige, de rêve, d'élégance, apparaissant dans les logos de marques de luxe comme dans les bijoux fantaisie. Elle incarne un attrait universel pour ce qui est lointain, brillant et éternel. À l'ère numérique, les étoiles continuent de fasciner. Les logiciels de planétarium permettent d'explorer le cosmos depuis chez soi, offrant des vues détaillées des constellations, des galaxies et des nébuleuses. Les jeux vidéo de science-fiction placent souvent le joueur dans des univers stellaires vastes et complexes, où l'exploration des étoiles est au cœur de l'expérience ludique. Les œuvres d'art numérique et les installations interactives exploitent la lumière et la projection pour recréer l'immensité du ciel étoilé, invitant le public à une immersion sensorielle dans le cosmos. En résumé, l'empreinte des étoiles sur l'art et la culture est indélébile. Elles sont passées de simples points lumineux observés avec crainte et admiration à des symboles polyvalents, chargés de sens scientifiques, mythologiques, religieux, émotionnels et esthétiques. Des récits sumériens aux algorithmes modernes, les étoiles demeurent une source constante d'émerveillement, stimulant la curiosité humaine, nourrissant l'imagination et nous rappelant notre place au sein d'un univers vaste et mystérieux. Leur influence continue d'évoluer, se réinventant à chaque nouvelle découverte scientifique et à chaque nouvelle expression artistique, mais leur essence en tant que phare dans l'obscurité, symbole d'espoir et de transcendance, demeure inchangée. Les étoiles à travers l'histoire, une odyssée cosmique, révèle l'évolution incessante de notre compréhension et de notre interaction avec le firmament. Le futur de l'exploration stellaire s'inscrit dans la continuité de cette quête millénaire, transcendant les limites technologiques et conceptuelles du passé pour aborder des horizons insoupçonnés.
L'humanité, armée de ses connaissances accumulées et de son ingéniosité, se prépare à des explorations d'une envergure sans précédent, remodelant notre place dans l'univers. L'exploration stellaire future ne se limitera plus à l'observation passive ou aux missions robotiques au sein de notre système solaire. Elle embrassera des voyages interstellaires, la recherche et l'étude d'exoplanètes, la colonisation potentielle et l'exploitation de ressources au-delà de notre sphère terrestre. Chaque facette de cette entreprise exige des avancées scientifiques et techniques considérables, des changements de paradigme dans notre approche de l'ingénierie spatiale et une compréhension approfondie des environnements cosmiques les plus hostiles. Un pilier fondamental du futur de l'exploration stellaire réside dans le développement de systèmes de propulsion révolutionnaires. Les technologies actuelles, basées principalement sur la propulsion chimique, sont limitées par la vitesse et l'efficacité, rendant les voyages vers les étoiles prohibitifs en termes de temps et de ressources. Des concepts tels que la propulsion nucléaire thermique et électrique, la propulsion par fusion nucléaire, les voiles solaires et même la propulsion par antimatière sont activement étudiés. La propulsion nucléaire thermique, par exemple, utilise un réacteur nucléaire pour chauffer un propulseur à haute température, éjectant ainsi des gaz chauds pour générer une poussée. Plus ambitieuse, la propulsion par fusion nucléaire, si elle est maîtrisée, pourrait offrir des densités d'énergie beaucoup plus élevées, permettant des vitesses substantielles, potentiellement une fraction significative de la vitesse de la lumière. L'antimatière, théoriquement, représente la forme la plus dense d'énergie connue, et sa combinaison avec la matière produirait une quantité colossale d'énergie, propulsant un vaisseau à des vitesses quasi relativistes. Cependant, les défis liés à la production, au stockage et à la manipulation de l'antimatière sont immenses et se situent encore largement dans le domaine de la science-fiction. Parallèlement à la propulsion, la question de la durabilité et de l'autonomie des missions interstellaires est cruciale. Les vaisseaux spatiaux du futur devront être des écosystèmes quasi autonomes, capables de recycler leurs ressources, de générer leur propre énergie et de maintenir un environnement viable pour des équipages humains sur des décennies, voire des siècles. Cela implique des systèmes de support de vie en circuit fermé avancés, des technologies de fabrication additive pour la réparation et la production de pièces à bord, et une résilience face au rayonnement cosmique et aux micrométéoroïdes. L'intelligence artificielle jouera un rôle prépondérant dans la gestion de ces systèmes complexes, l'optimisation des ressources et l'assistance aux équipages. L'objectif principal de ces voyages interstellaires sera l'exploration d'exoplanètes, ces mondes lointains orbitant autour d'autres étoiles. La découverte de milliers d'exoplanètes au cours des dernières décennies a ouvert la voie à la possibilité d'y trouver de la vie, voire des civilisations. Des télescopes de nouvelle génération, comme le télescope spatial James Webb, et des concepts futurs tels que le télescope spatial Habitable Worlds Observatory, sont conçus pour caractériser l'atmosphère de ces exoplanètes, détectant des biosignatures potentielles, des marqueurs chimiques comme l'oxygène, le méthane ou l'ozone, qui pourraient indiquer la présence d'une activité biologique. Les missions futures pourraient inclure des sondes robotiques miniaturisées, propulsées par laser terrestre, comme le concept Breakthrough Starshot, capable d'atteindre le système d'Alpha Centauri en quelques décennies et de renvoyer des images et des données. Ces sondes seraient équipées de capteurs sophistiqués pour analyser les conditions de surface, la composition atmosphérique et la géologie des exoplanètes ciblées. Au-delà de l'exploration scientifique, la colonisation spatiale représente une perspective à plus long terme, mais néanmoins sérieusement envisagée. Des concepts de colonies sur Mars ou la Lune sont déjà en développement, mais l'exploration stellaire ouvre la voie à la colonisation d'exoplanètes habitables. Cela soulève des défis éthiques, biologiques et sociaux considérables. Comment choisir une exoplanète? Comment transporter une population suffisante? Comment créer un écosystème durable et une société fonctionnelle loin de la Terre? La terraformation, le processus de modification d'une planète pour la rendre habitable, est une idée ambitieuse qui pourrait être appliquée à des exoplanètes si les conditions initiales le permettent. Cela impliquerait des manipulations à l'échelle planétaire, des changements atmosphériques, la création d'hydrosphères et la plantation d'organismes vivants. L'exploitation des ressources stellaires et interstellaires constitue une autre dimension future.
Les astéroïdes, par exemple, regorgent de métaux précieux et de composés volatiles comme l'eau, essentiels à la survie et à l'expansion spatiale. L'extraction de ces ressources pourrait alimenter des bases spatiales, des stations orbitales et même fournir du carburant pour des missions plus lointaines. Au-delà de notre système solaire, l'exploitation de l'hélium-3, un isotope rare sur Terre, mais potentiellement abondant sur des géantes gazeuses, pourrait alimenter des réacteurs à fusion nucléaire du futur, offrant une source d'énergie propre et quasi inépuisable. Les défis techniques liés à l'extraction et au transport de ces ressources à l'échelle interstellaire sont colossaux, mais les récompenses potentielles en termes d'indépendance énergétique et matérielle justifient l'investissement en recherche et développement. La protection de la Terre face aux menaces cosmiques fait également de cette vision prospective. La détection et la déviation d'astéroïdes potentiellement dangereux, la gestion des débris spatiaux qui menacent les infrastructures orbitales et la surveillance des phénomènes stellaires violents comme les éruptions solaires ou les sursauts gamma sont aspects essentiels de la sécurité planétaire. Sur le plan conceptuel, le futur de l'exploration stellaire remet en question notre compréhension même de la vie, de l'univers et de notre place en son sein. La découverte de la vie extraterrestre, quelle que soit sa forme, transformerait fondamentalement la perspective humaine sur l'existence. La possibilité de rencontrer des intelligences extraterrestres, bien que lointaines, est une perspective qui a stimulé l'imagination et la recherche scientifique depuis décennies, notamment à travers le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. L'exploration stellaire est une quête de connaissances fondamentales, une démarche pour répondre aux questions les plus profondes sur nos origines et notre destin. Les avancées en astrophysique théorique et observationnelle continueront de guider ces explorations. La compréhension des trous noirs, de l'énergie sombre, de la matière noire, de la formation des galaxies et de l'évolution de l'univers continueront d'affiner nos modèles et de suggérer de nouvelles pistes d'exploration. Des observatoires spatiaux dédiés à la détection des ondes gravitationnelles, comme LISA, Laser Interferometer Space Antenna, ouvriront une nouvelle fenêtre sur l'univers, permettant d'étudier des phénomènes violents qui ne sont pas visibles avec les télescopes électromagnétiques. Ces observations fourniront des informations cruciales pour la navigation interstellaire et la compréhension des dangers potentiels dans des régions lointaines de l'espace. En outre, l'exploration stellaire stimulera des innovations technologiques dont les retombées bénéficieront à la vie sur Terre. Des matériaux plus légers et plus résistants, des systèmes énergétiques plus efficaces, des avancées en intelligence artificielle et en robotique, des perfections en médecine spatiale pour contrer les effets de la microgravité et des radiations, toutes ces technologies trouveront des applications terrestres, améliorant notre qualité de vie et notre capacité à résoudre des problèmes complexes. La collaboration internationale est un élément indispensable de cette entreprise future. Les missions interstellaires sont d'une telle envergure et d'une telle complexité qu'elles dépassent les capacités d'une seule nation. Des agences spatiales comme la NASA, l'ESA, la Roscosmos, la JAXA, la CNSA et d'autres devront mutualiser leurs ressources, leurs connaissances et leurs expertises pour concrétiser ces ambitions. Des projets comme la Station spatiale internationale ont déjà démontré la puissance de la coopération internationale dans l'espace. Les défis financiers, techniques et humains exigent une approche globale et coordonnée. Le futur de l'exploration stellaire n'est pas sans risques ni interrogations éthiques. Le risque de contamination biologique, à la fois pour les planètes visitées et pour la Terre au retour d'échantillons, est une préoccupation majeure. Des protocoles de protection planétaire rigoureux sont en place et devront être constamment adaptés. La question des ressources limitées sur Terre et de leur utilisation pour des missions spatiales lointaines soulève des débats. La gestion des débris spatiaux, déjà un problème croissant en orbite terrestre, pourrait s'aggraver avec l'augmentation du trafic spatial. L'impact psychologique des voyages interstellaires sur les équipages humains est un domaine de recherche crucial. L'isolement, le confinement, l'éloignement de la Terre, les radiations et la perspective de ne jamais revenir poseront des défis mentaux sans précédent. Des recherches sur la psychologie spatiale, le développement de thérapies adaptées et la sélection rigoureuse des astronautes sont essentielles. En somme, le futur de l'exploration stellaire est une tapisserie complexe et grandiose, tissée d'innovations scientifiques, d'avancées technologiques, de collaborations internationales et d'une vision audacieuse de l'avenir humain. Il s'agit d'une poursuite incessante de la connaissance, d'une extension des frontières de l'humanité et d'une réaffirmation de notre place en tant qu'explorateur dans un cosmos en constante expansion. Les étoiles, qui ont longtemps été des points lumineux lointains dans le ciel, sont en train de devenir des destinations tangibles, des laboratoires cosmiques et des foyers potentiels pour les générations futures.